Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième interview du podcast Dose de France. Alors vous l'avez sur YouTube puisque vous me voyez et vous l'avez aussi en audio sur toutes les plateformes. Au premier épisode, j'avais tardé à vous le dire, je vous l'ai dit à la fin. Donc là je vais le faire au début puisque ça va prendre peut-être 1h30, 2h. Vous mettez le pouce bleu, vous vous abonnez, vous mettez la cloche. J'ai toujours pas vérifié s'il y avait une cloche pour avoir des notifications, mais si elle y est, vous la mettez. Et bienvenue dans cette deuxième entrevue où on reçoit les célébrissimes canons français. Je pense que maintenant vous connaissez tous, vous les avez vus sur les réseaux sociaux passer de nombreuses vidéos. Et comme on se connaît depuis très longtemps, je vous ai proposé de venir assister à ce deuxième épisode et de nous raconter un petit peu cette aventure du canon français. Déjà bienvenue les gars, merci d'être venus. Ouais, merci pour l'invitation. Pierre-Alexandre, Géraud. On se connaît depuis quand déjà ? Depuis longtemps, parce que je pense que tu nous avais contacté sur Instagram où on s'était contacté au tout début du canon. Je crois que même tu avais fait une vidéo sur une de nos cuvées, parce qu'à l'époque on vendait des cuvées. C'était le premier mais sans nous en parler. Qu'on a eu, ouais. Donc en fait on a vu une vidéo de toi qui parlait d'une de nos cuvées. Ouais. Donc, on va reprendre, on va expliquer à tout le monde ce que vous faisiez avant. Mais oui, la première fois qu'on avait dû se voir, c'était ça. J'avais acheté vos bouteilles de vin, parce qu'avant vous vendiez du vin. J'avais fait une vidéo et on s'était pas parlé parce que j'aimais bien le concept. Je sais même pas comment j'avais vu une de vos vidéos, mais c'était grâce à Instagram. Ça devait être il y a 4-5 ans maintenant. Hein. Ouais, facile. Sortie de Covid. Sortie de Covid. Covid. C'est là où nous on s'est vraiment lancé. Ouais. Donc, première question que j'aime bien poser, que j'avais posée au premier invité. Déjà, qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Qu'avez-vous fait avant qu'on vous connaisse avec le canon français ? Brièvement, présenter en gros ce que vous faisiez comme boulot avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous aviez déjà monté des boîtes avant. Vas-y, Père, en premier, si tu veux. Allez, je me lance. Moi, j'ai travaillé avant au Luxembourg, chez un grand fabricant de chocolat que tout le monde connaît, qui fabrique Nutella, Ferrero, Kinder et toutes ces choses pleines de sucre. Et je m'occupais d'acheter le cacao pour les usines. Okay. Donc en fait le cacao c'est assez compliqué parce que ça vient de pays africains majoritairement et d'Amérique du Sud et en plus de ça c'est coté sur des places de marché boursières. Okay. Donc c'est une matière première qui est extrêmement volatile. Des traders en matière première sur le cacao. En fait. En gros tu as deux métiers. Okay. Tu as un métier où tu dois fixer tes volumes, négocier tes prix, etc. Avec les négociants ou les vendeurs. Et tu as une autre partie du métier où tu dois fixer tes prix. Et pour fixer tes prix, en fait, tu es censé prendre des positions via des courtiers en bourse pour essayer de limiter la volatilité. Okay. Et c'est assez stratégique comme job parce qu'en fait, c'est très technique. Et en même temps, pour le groupe, c'est important parce que le pot de Nutella, il peut pas varier autant que le prix de la bourse, du cacao. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans et demi. Et t'aimais bien ? Ouais, au début j'ai beaucoup aimé parce que j'avais beaucoup de voyages, je suis allé énormément en Afrique, etc. Et puis après il y a eu le Covid où je me suis retrouvé travailler tout seul dans mon appartement derrière mon écran. Dans le Luxembourg. Au Luxembourg. Je pouvais même pas aller comme tous ceux qui sont partis en campagne chez leurs parents, grands-parents qui sont allés se mettre au vert pendant le confinement parce que moi ma femme était infirmière, donc mobilisée pendant le Covid. Et donc j'étais dans mon appartement à déprimer toute la journée, c'était pas drôle. Parce qu'au Luxembourg, c'est... J'ai pris 18 kilos dans le Parce qu'au Luxembourg, c'était confiné comme nous, ouais. c'était tout pareil. Ah, c'était strict. Okay. Si tu te faisais choper le soir pendant le couvre-feu, etc., c'était 300 € d'amende par personne. Ouais, c'est violent. Ouais. Plus gros PIB par habitant au monde, le Luxembourg. Oui, exactement. Donc ils peuvent y aller. Je crois qu'en Suisse, c'est corrélé à ton niveau de vie, tes amendes. Ouais, j'ai vu passer un article là-dessus, j'ai vu ça. Donc il y a des mecs qui prennent des 15 000 balles d'amende sur un 5 km/h d'excès de vitesse sur la route. Faut aimer rouler vite, à ce prix-là. Ou faut pas gagner d'oseille. Ou faut pas gagner d'argent, exactement. Non, voilà. Donc j'ai pris du poids parce qu'on bravait parfois un petit peu les interdits et on recevait des potes, on se recevait quand même avec des amis. Et on se faisait des grandes bouffes. Et donc voilà. Okay. T'avais pas besoin de recevoir des gens pour boire des coups parce qu'on se faisait quand même pas mal de trucs en visio. Oui, c'est vrai. Avec Jérôme, on se faisait énormément de visio. On parlait du canon. Les apéros visio. Ouais, mais c'est là où est né vraiment parce qu'il n'y a pas que Jérôme, on était 4 en fait au départ. On va parler des 2 autres. Ouais. Mais vas-y, Jérôme, du coup, explique ce que toi tu faisais pendant ce temps-là. Rien à voir. Moi, j'ai mis du temps à savoir ce que je voulais faire. J'ai commencé avec des études de droit, puis après, je suis allé faire une école de cinéma.
Et ensuite, j'ai beaucoup travaillé dans la restauration. Au début, c'était un job alimentaire pour me payer mes études et mon loyer. Et là, j'ai un peu touché du doigt un peu l'aventure entrepreneuriale parce qu'en fait, je suis descendu à Bordeaux et j'avais 2 de mes oncles qui montaient un restaurant et donc j'ai participé à cette aventure. Donc c'était très intéressant. Et ensuite, je suis revenu sur la vidéo parce que j'avais fait une école de cinéma et tout ça. J'ai toujours un peu jonglé. Enfin, la vidéo n'a jamais été très loin. Et là, je suis devenu journaliste indépendant. Je faisais des reportages de terrain, etc., etc. Ok. Et après le canon. Voilà. Ok. Ah, ça t'a bien servi de vidéo complètement. parce que avec le canon. sans la vidéo, on n'aurait pas eu le canon. Parce que les réseaux sociaux, ils ont cartonné, les vidéos étaient bien rythmées, tu savais quoi montrer. Parce que c'est toi qui filmais tout. C'est ça. Enfin, en fait, c'est des choses que j'ai appris vraiment en autodidacte. Parce qu'en fait, j'ai jamais eu de cours de vidéo parce que même quand j'étais en école de cinéma, c'est des cours de scénario. Donc on faisait pas de vidéo, de tournage, de montage. Le cadrage, tout ça, tu l'as appris toi-même. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, c'est un peu un truc inné. Ouais, il faut avoir un œil et tout. Parce que moi, tu vois, je l'ai pas. Ouais. Et tu te rends compte qu'un mec qui prend ton téléphone, hop, il tourne à 10 degrés, et tout de suite ça devient beau, et il appuie sur 2 clics et tout. Mais là où je suis vraiment me développer, c'est pas vraiment la prise de vue, parce qu'il y a bien meilleur, je trouve, à chaque fois. C'est pas là, mais par contre sur le montage, je pense que j'ai un sens du rythme qui a fait que ça marche bien, surtout au moment où les réels sont arrivés. C'est l'important, c'est le rythme en fait. Non, moi je monte avec Premiere Pro. Ah ouais? Ouais, ça c'est mes vieux réflexes j'ai toujours monté là-dessus. Pas CapCut? Non. Putain, je te voyais grave pourtant sur tous ces montages. Non, moi je déteste monter sur mon téléphone, c'est pas assez précis. Géraud, il a un casque du Moyen-Âge, tu vois. Il a un ordi qui est plutôt pas mal, un bon ordi. Et puis ça fait. Et là, je sais que ça tourne, là, je sais qu'il est en train de monter sa vidéo. C'est le ventilo. Il faut pas lui parler. Si tu lui parles, il est là, ouais, ta gueule. Tu casses le rythme. Clac, clac, clac. Tu choisis les musiques pendant 15 minutes. À savoir que c'est un casque qui marche que d'un côté. C'est très pratique. Pourquoi t'as pas acheté un nouveau casque? Parce que ça c'est comme j'ai toujours cette coque là qui est cassée depuis 8 mois quoi, mais bon. Mais non ouais, beaucoup la vidéo. Dans les vieux pots qu'on fait meilleure confiture. Ouais, c'est ça. Mais non, pas CapCut, je trouve qu'en fait c'est hyper difficile de monter des vidéos sur le téléphone parce que quand tu veux être précis vraiment au millimètre près, alors c'est des choses parfois c'est peut-être côté maniaque. Parce qu'au final personne ne s'en rend vraiment compte, mais je pense que quand même c'est un peu comme dans la musique quand on dit qu'il y a des sons qu'on n'entend pas. Finalement, ils sont quand même là. Ouais, mais et la vidéo, c'est la même chose. Et du coup, je trouve qu'avec le téléphone, en fait, oui, tu galères un peu déjà, plus. Tu mets plus de temps et c'est moins précis. Alors que sur l'ordinateur, ça va quand même plus vite. Je fais l'inverse de toi. J'ai appris à monter sur Adobe. Et en fait, au moment où il y a eu CapCut, j'ai tellement monté sur CapCut que j'ai désappris Adobe. Je ne sais plus m'en servir. Ouais. Et du coup, maintenant, je me retrouve à exporter des vidéos de 40 minutes sur mon téléphone. Ou sur CapCut ou sur l'ordi, tu vois. Mais sauf que comme toi, mon ordi, dès que je mets un fichier dessus, le transfert, l'ordi... c'est d'une centrale nucléaire. Je crois toujours. Mais t'as beau avoir un bon ordi, je crois que c'est toujours. Mais je le coupe pour qu'il respire le pauvre. Tu sais, je le charge, je le mets bien, quoi. Sinon... Ok. Et du coup, vous m'avez dit que vous avez fait des visios pendant le Covid. En fait, on se connaissait depuis longtemps. Ouais. Avec Géraud, on est potes depuis nos années d'études. Ok. Et on n'était pas du tout dans les mêmes études sup. Ouais. On faisait pas les mêmes études. On faisait pas les mêmes études, mais on avait un ami en commun. Ok. Un ami que moi j'ai connu à La Réunion, que Géraud connaissait d'avant, et qui nous a fait nous rencontrer à une soirée où on était un petit peu... on n'avait pas du tout bu trop d'alcool, enfin c'était loi et vin, une soirée loi et vin, et en fait on est devenus très vite potes, on s'est très vite bien entendus. Et comme quoi, vous avez commencé dans le même bain sur lequel vous avez travaillé. En fait, on n'avait pas du tout les mêmes études, mais en fait, on était à Paris tous les deux au même moment. On n'est pas parisiens de base, donc vie étudiante. Tu viens d'où, toi, de base? Moi, je suis fils de militaire, mais comme Pierre-Alexandre, donc on a beaucoup déménagé. Ma famille est originaire depuis des millénaires d'Auvergne, mais en soi, on a pris ancrage, mes parents ont pris ancrage dans le sud de la France, entre Castelnaudary et Carcassonne. Mais avant d'arriver à Paris, j'étais en région parisienne, encore avant, on était en Provence. On a beaucoup bougé, on déménageait tous les 2-3 ans. Ah ouais, ok. Donc en arrivant à Paris, c'est là où, en tout cas moi personnellement, j'ai commencé à vraiment développer aussi des amis et tout ça, parce qu'en fait, quand tu bouges tous les 2 ans, tu perds quand même pas mal tes amis, surtout quand tu es plus jeune. Quand tu es plus grand, c'est différent. Et donc c'est là où on s'est rencontrés en effet avec des amis communs, avec Pierre-Alexandre. On s'est pas rencontrés à la bibliothèque. non, on s'est pas rencontrés à la bibliothèque étudiante, ça c'est clair. Mais bon, on se faisait des belles bringues, c'était sympa. Ok. Et du coup, vous vous séparez, toi tu pars au Luxembourg après tes études. Ouais. En fait, j'ai fait un job à Paris avant, mais c'était un CDD. Et à la fin de mon CDD, j'ai cherché du boulot à Paris. En fait, j'avais un crédit étudiant à rembourser qui était assez lourd quand même. Donc je pouvais pas non plus chercher un job pas trop mal payé. Et j'ai trouvé ce job au Luxembourg qui était bien payé. Enfin, bien payé. Beaucoup mieux payé en tout cas que ce que j'aurais pu avoir à Paris.
Donc j'ai pas hésité, j'ai pris ma valise, je suis parti dans le train et c'est 2 heures de train ou 1 heure de train, je sais plus. C'est ultra facile. Je suis arrivé, tac. Puis en plus, ça reste une expérience à l'étranger. Ouais. Alors c'est pas le pays le plus dépaysant du monde, le Luxembourg. Ouais, mais c'est quoi? C'est tout plat. C'est tout petit. Non, alors c'est pas tout plat. T'as la Suisse luxembourgeoise, ce qu'ils appellent la Suisse luxembourgeoise, la campagne qui est assez vallonnée, c'est sympa, c'est assez joli. Mais bon, tu vois le soleil une fois par an. Voilà. Je vois. C'est bien déprimé dans ton appart. Ouais, on va dire que c'est pas la Côte d'Azur, quoi. Voilà. Ok. Mais bon, moi tu bosses, quoi. Tu bosses. Oui, moi, ça m'a permis de rembourser mon crédit étudiant, de me lancer dans la vie. Enfin, de bien démarrer. De bien démarrer, ouais, bien sûr. C'est pas du tout des regrets. Voilà. Ok. Et donc, comment ça naît cette idée du canon picoler en visio? Bon, déjà, nous, on avait quand même pas mal de passion commune. On s'entendait très bien. On a tous les deux été témoins de mariage l'un de l'autre et tout ça. Et donc, pendant le Covid, quand tout le monde était confiné et tout ça, on s'ennuyait beaucoup. Donc, avec 2 autres amis, on s'appelait souvent. Et on s'appelait souvent pour raconter des conneries, pour passer le temps, etc. Et à force, en fait, on avait une connaissance commune, tous les 4, qui est un vigneron, qui est dans le Muscadet, qui s'appelle Philippe Guérin. Okay. On avait entendu dire, comme d'autres vignerons, il y avait des problèmes d'écouler, il avait des stocks à écouler parce qu'il n'avait plus les restaurations, etc. avec le Covid. Et on s'est dit, en fait, c'était un mélange de tiens, on va lui filer un coup de main, tiens, on a envie de faire quelque chose. Il y avait déjà cette idée entrepreneuriale, même si on ne mettait pas encore les mots dessus. En tout cas, je pense, Pierre-Alexandre et moi, on avait très vite, on avait envie de faire quelque chose et ça, on ne savait pas vers quelle direction on allait. Donc on a décidé de lui acheter 1000 bouteilles. Et qu'on a vendu en fait à nos copains, tout ça. On a créé une page Facebook, on n'avait pas trop d'idées, ça s'appelait, qu'on appelait ça Opération Quenouille. Opération Quenouille, et on s'appelait les Francs-Beuveurs, un truc comme ça. Pourquoi Opération Quenouille? Parce que la quenouille, c'était le nom de la bouteille. Okay. Voilà. Et on avait dessiné une dame qui filait la laine, la quenouille, parce qu'en fait, en allant en voiture voir le vigneron, on a écouté la musique des visiteurs, file la laine, file. C'est parti. Voilà, ça parle pas de grand chose. Une quenouille, c'est un beau mot pour une bouteille de vin, quoi. C'est un peu comme une quille. C'est pas mal. Et les francs on se boit une quenouille, tu vois. Voilà, ça nous faisait marrer. Et ça s'était bien écoulé, les 1000 bouteilles? Ouais, franchement. On a tout vendu. Les 1000 bouteilles, on les a vendues en 2 semaines peut-être. Beaucoup d'amis, amis d'amis, de connaissances, d'amis et tout ça. Mais c'était très... les gens réservaient leurs bouteilles et nous, ensuite, on allait les livrer. Je me rappelle, j'en ai livré en Vélib, j'avais les cartons dans le panier de Vélib, etc. En fait, on a loué un camion, on est sorti, c'était pas encore la fin du confinement, donc on n'avait pas le droit en soi de rouler. Ouais. On avait dormi... On a enfreint la loi. Ouais. On a même passé une frontière, parce que nous, on en a rapporté au Luxembourg avec Victor. Ouais. Et bingo, on se fait arrêter par la douane, mais française, au niveau de Verdun, là, sur l'autoroute. Ouais. Et lui, il avait sa voiture de société dans laquelle il bossait au Luxembourg. Ouais. Donc, truc complètement illégal, parce qu'on est chargé à bloc de vin. Et on avait Philippe Guérin, le vigneron, c'était pas l'as des papiers, etc. Mais on avait quand même un bon qu'on a montré à la douane. Ils ont dit, OK, ils se dit encore des tarés luxembourgeois qui achètent des tonnes de vin. Mais en fait, non, parce qu'on l'a stocké un peu dans tous les apparts, parce qu'on n'avait pas de place pour stocker. Ça prend un peu de place quand même. Ah bah oui, mais une bouteille, oui. C'est quoi? C'est une palette et demie. Une palette et demie. Une palette, c'est 600 bouteilles. Donc voilà, mais quand tu vis dans des petits apparts, machin. Une palette sur ton parquet, ça pèse. On en avait mis plein dans mon garage à Vilaine-sur-Seine, parce que j'habitais à Vilaine-sur-Seine à cette époque-là. On avait mis le gros du stock là-bas. Parce que j'avais une cave, heureusement. Ouais. Mais après on a livré assez vite les premières bouteilles. Donc on s'est débarrassé. C'est vite parti. Voilà, franchement, c'est vite parti. C'est vite parti, ouais. Et donc vous êtes dit, on va refaire ça. Allez, on continue. On va refaire ça une deuxième fois, mais bon, ça serait bien quand même d'avoir une entité juridique. Voilà, donc on a créé l'entreprise de Canon Français, et elle est née comme ça. Et le nom Canon Français, c'est une autre... Pareil, c'était une autre soirée. En fait, c'est quoi la règle? À la base, canon, le vin. Ah oui, le canon, ok, voilà. Un canon. Voilà, français. Alors en fait, il faut remettre... Ce qu'on s'est dit, c'est qu'une fois qu'on a fait cette opération-là, où il y avait quand même une idée de soutenir un vigneron et tout, on s'est dit, tiens, on va refaire la même opération avec un autre vigneron, avec l'idée de faire découvrir des nouveaux vins et tout ça tout de suite. Et là, on avait déjà plein d'idées. On voulait vraiment, on s'est dit, allez, on commence à vraiment décider de développer quelque chose. Bon, on était tous en sécurité à ce moment-là, parce qu'on avait tous nos boulots. Ouais. Après, ça n'a plus été le cas, mais c'est encore une autre étape. Après, c'était de la haute voltige. C'était le grand parachute troué, voilà. Mais donc, on s'est dit, tiens, on va essayer d'ajouter quelque chose d'un peu noble et tout ça à notre activité, entre guillemets.
Et c'est là où on s'est dit, tiens, on va lier le patrimoine, parce qu'on aime bien aussi le patrimoine, etc. Donc on s'est dit, on va continuer à faire découvrir des vins comme ça, donc des opérations éphémères de vente de vin, et on va reverser en fait une partie du prix à une association qui défend un monument du patrimoine. Donc ça a commencé vraiment, le Canon français, c'est le tout début, c'est ça. C'est le moment où je vous ai connu. Exactement. Vous rattachiez une cuvée à un monument à chaque fois. Le plus proche, enfin qui était assez proche du vigneron. Géographiquement, du vigneron. Typiquement, t'as une commune, t'as une tour qui s'effondre, donc tout le monde s'en fout. T'as une asso de... Souvent, c'est des personnes en retraite qui s'occupent de ça. Ah ouais qui vont... on a rencontré beaucoup de gens. C'était des jeunes. Des retraités, souvent. Alors parfois, ils ont des jeunes avec eux, mais souvent, les gens qui lancent ce genre de mouvement, c'est des retraités qui ont quitté la vie active, qui ont envie de s'engager pour le patrimoine de leur commune. Et donc, ils vont faire des travaux bénévoles. Donc, ils vont organiser des chantiers, mais c'est en groupe de potes, tu vois. Ils boivent des coups, etc. Donc, nous, on rencontrait ce genre de gens. Et d'un côté, on rencontrait le vigneron. Et puis, on mettait la cuvée en ligne. Et puis, voilà. C'est ça. Puis après, on reversait. Et vous reversiez une partie du bénéfice. Alors, on reversait entre 1 et 2 euros par bouteille en général. Moi, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal parce que nous, on mettait un point d'honneur. On mettait un point d'honneur à marger normalement. Donc au même titre qu'un caviste ou un caviste en ligne. Donc, on faisait pas des surmarges. C'est ça, on voulait pas rajouter les 2 euros qu'on donnait sur le prix de la bouteille. Parce que sinon on trouvait que ça n'a pas d'intérêt. L'initiative n'avait plus trop de sens. On aurait toujours dans le sens où il y a quand même un argent reversé et un vigneron payé. Mais l'idée c'était que les gens fassent un achat. En fait, nous, le concept vraiment de base, c'était que les gens achètent une bouteille au même prix que s'ils l'avaient acheté normal. Sauf que là, il y avait le côté engageant. Du coup, vous sacrifiez à fond votre marge. On faisait pas de marge, quasiment. On gagnait pas grand-chose. En fait, on faisait du chiffre d'affaires, mais on faisait pas de marge. Et c'est là où ça a posé problème, parce qu'on s'est dit, si on veut vraiment créer une vraie entreprise, t'es obligé de faire des marges. Sinon, tu meurs au bout d'un moment. Mais c'est arrivé après encore. On a continué, on en a fait pas mal des cuvées quand même. Ouais, on en a fait 7 ou 8 quand même. La première, donc la cuvée que j'ai achetée, je me souviens plus le nom. Alors il y a la Quenouille, mais elle, c'était pas une cuvée cause, on l'a ressortie après avec le fort du Petit B à Saint-Malo. Qui défendait le fort du Petit B avec un monsieur incroyable d'ailleurs. S'il y en a qui veulent aller le voir, ce gars, c'est un gars qui garde le fort là. Qui l'a restauré. Vous avez toujours les vidéos sur votre Insta? Ouais. Si tu descends tout au fond de l'Insta, il faut descendre beaucoup, mais ceux qui sont motivés, descendez tout au bout. Et on verrait les cuvées causes. Il y en a une ou deux qui doivent traîner encore sur YouTube. Et après, oui, on a fait une autre. Alors avec une association, là pour le coup, c'était des jeunes avec Arcade, qui s'appelle Arcade, qui font des espèces de camps d'été où ils vont restaurer un monument. Il y a les Chevaliers de Montfaucon aussi là. Ouais. Comment ils s'appelaient les Ça c'était du Bordeaux, non? Non, Montfaucon c'était dans le Poitou. Ouais, c'était au Haut-Poitou. Dans le Haut-Poitou. Ouais. Mais c'était pas du vin de Bordeaux? Non, c'était un vin du Haut-Poitou. Bordeaux, vraiment juste à côté. En fait, à ce moment-là, on a rencontré quelqu'un qui s'appelle Julien Marquis, qui est très connu dans le patrimoine, qui est mort maintenant, malheureusement. Le pauvre, il avait des soucis de santé. Et on avait bien accroché avec lui. C'était un type vraiment incroyable, ultra engagé dans tout ce qui est préservation des monuments en France, etc. Quelqu'un qui était assez connu là-dedans. Et lui nous a fait rencontrer cet asso qu'il avait participé à monter. Et avec eux, on avait passé une après-midi, pareil, à les aider un peu sur leur chantier, etc. Et on avait fait aussi une autre cuvée dans le Poitou. Avec eux. On a fait une dans le sud, enfin bref, on en a fait plusieurs. On a travaillé avec le château de Fontainebleau aussi. C'est ça. Mais ça, c'est l'élément déclencheur. Je voulais en venir à ce moment-là, mais parce que vous aviez fait aussi la toute première Paris vaut bien une fête, donc la fête de Paris. Vous aviez une bouteille de rosé. Ah oui, là on avait été invité, je me souviens. Le rosé, c'était. Parce que c'est quand même important cet événement. Parce que je me souviens, en face, j'étais venu vous voir avec un pote, et on avait bu les bouteilles de rosé que vous vendiez. Donc c'était à ce moment-là, c'était encore que cuvée cause. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était sur les quais de Seine. Et en face de vous, il y avait je sais pas comment appeler ça, mais c'était une espèce d'enclos, de cage pour enfants. Oui, de béour. Voilà, et dedans, ils mettaient des chevaliers qui faisaient du béour, qui se tapaient dessus. Chose qu'on a refaite. C'était aussi une des futures inspirations du banquet. En fait, l'événement dont tu parles, à Paris vaut bien une fête, était 1 à 2 semaines avant notre deuxième événement, mais c'était le premier banquet. Après, en fait, on a fait un événement. On avait déjà fait un événement où on a rassemblé du monde. L'idée, c'était justement toujours dans le principe des cuvées causes, c'est que les gens venaient sélectionner la cuvée qui allait défendre le château dans lequel ils étaient rassemblés. Donc il y avait 3 salons dans le château, au château de Giseux, en Touraine, donc près de chez nous. Et dans chaque salle, il y avait un vin, ils dégustaient, ils votaient. Et c'est devenu la cuvée Fenestrelle. Et je crois que c'est cette cuvée que tu avais présentée en vidéo. Que j'avais acheté. Et qui est un Bourgueil.
Et donc ça, c'était notre premier événement. Donc là, on a commencé déjà à avoir un tilt sur le côté événementiel, mais il s'est passé beaucoup de temps avant qu'on fasse le deuxième. Et l'événement dont tu parles, Paris vaut bien une fête, était une semaine avant l'événement Château de Montgeroult où toi, tu es venu. Et là, donc vous avez fait une cuvée avec le château de Fontainebleau. Oui. Ouais. Alors ça, il faut en parler parce qu'en fait, vas-y. c'est ce moment-là. C'est-à-dire comment ça s'est passé. Nous, on était 4 amis à la base, Ouais. quand on a lancé le Canon français. Ceux qui remonteront les vidéos, en effet, pourront voir aussi les deux autres, donc, qui sont des bons copains, Victor et Joseph, qui ont participé à la création du Canon français. Ensuite, les choses ont fait que dans le travail, c'est pas forcément bien entendu. Enfin, il n'y a pas eu de conflit, hein, mais je veux dire, l'histoire s'est arrêtée pour eux deux. Nous, Vous étiez deux plus impliqués. C'est ça, nous, on s'est bien quotidien, entendu. En fait, ce qui est assez amusant, d'ailleurs, c'est un peu un conseil à tous ceux qui veulent entreprendre et tout ça. C'est pas parce qu'on est super potes dans la vie que ça va bien se passer au boulot. Évidemment. Parce que, en fait, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, hein, l'orgueil, les compétences. Par exemple, si deux personnes ont exactement les mêmes compétences, au bout d'un moment, ils vont se marcher dessus. Nous, avec Pierre-Alexandre, on avait des parcours très différents. En même temps, on avait une vision on se rejoignait sur la vision, on avait une manière de sentir le truc, une stratégie, tout ça. On tombait assez facilement d'accord. On voyait les choses plus ou moins de la même manière, voilà. Et en plus de ça, on avait des compétences très différentes. Pierre-Alexandre, beaucoup plus finance, etc. Et moi, vidéo, marketing ou autre. Ouais. Donc ça s'est bien trouvé. Donc avec nos deux copains qui sont toujours des bons amis, hein, l'histoire s'est arrêtée. Nous, on continuait à vendre des cuvées. Et en fait, à ce moment-là, il y a le château de Fontainebleau qui nous a contactés. Donc un des plus grands châteaux de France. Un truc impressionnant. Donc à ce moment-là, je me rappelle très bien, j'ai appelé Pierre-Alexandre et tout, parce qu'en fait, on continuait à avoir nos boulots à côté et on développait le Canon français. Mais en fait, au bout d'un moment, on sent quand même un peu un... En fait, on était tellement pris par notre projet Canon français que nos jobs sont devenus chiants. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es obsédé par ton projet, oui, en fait, ce qui te donne à bouffer, c'est ton travail, mais ton projet qui te donne rien à bouffer du tout, t'amuses beaucoup plus et t'excites beaucoup plus. Donc moi, le matin, j'étais content de me lever. Le matin, j'étais content de me lever pour travailler pour le Canon français. Ça me faisait chier, en fait, de mon job. Évidemment. Et du coup, avec Jérôme, quand on a eu ça... Mon patron entendra ça, mais moi, quand j'étais au bureau, je faisais 20% boulot et 80% Canon français. Hein. C'était, Mais moi, mon chef me demandait, c'était un Brésilien, il me demandait... Pourquoi t'es tout le temps au téléphone avec ton autre téléphone, parce qu'on avait le téléphone perso et professionnel. Pourquoi t'es tout le temps j'ai des soucis en ce moment, etc. J'espère que c'est pas trop grave et tout. Non, pas du tout. En fait, j'étais en train de travailler avec le Canon français avec Géraud. Je voulais juste me barrer en fait. Je comprends. Et lui a fait pareil. C'est trop marrant. Et c'est mon boss, il est reparti au Brésil après le Covid. Ok. Parce qu'en fait, il montait un projet en parallèle aussi. Lui aussi, il montait. En fait, dans la boîte, personne n'achète de cacao. Il n'y a plus de Nutella. En fait, quand on est rentré de confinement. Mon chef qui était brésilien était reparti au Brésil. J'avais une collègue allemande qui était repartie, mais dans le groupe en Allemagne. Une autre collègue qui cherchait des jobs en Italie, elle était italienne. Et puis moi, je voulais rentrer en France. Ils ont désintégré la boîte. En fait, ça a démotivé un peu les troupes. Okay. Alors qu'on avait tous un bon job, hein, mais, mais bon. En fait, quand tu te vois pas pendant 6 mois, 1 an, je sais plus combien de temps ça a duré, toutes ces conneries, mais c'était un projet en parallèle qui te motive vraiment. C'est vrai que ça devient vite grisant, mais. Exactement. C'est difficile de connaître ce moment de bascule. C'est là où tu prends des risques. Et en fait, c'est à ce moment-là. T'es obligé de prendre des risques. Nous, on s'est dit quand est-ce qu'est le bon moment. Alors, en fait, donc, quand on a eu cet appel du château de Fontainebleau, je me rappelle, j'ai appelé parce que nous, on trouvait ça ouf. Finalement, c'est une opération qui n'a pas été incroyable pour le développement de l'entreprise. Mais à ce moment-là, nous, on était comme des dingues parce que parce qu'on était quand même beaucoup sur le patrimoine, sur le vin et tout ça. Et le château de Fontainebleau, enfin, tu vois, c'est presque comme si le château de Versailles t'appelait, quoi. Moi, donc on était comme des fous, on est allé sur place, on a été reçus en privé dans le château et tout, donc génial et tout ça. Et là, on s'est dit, allez, on se casse ou quoi. Donc, on a pris une bière après. On s'est dit, on s'en fout, on y va. On y va. On y va. Mais j'ai appelé ma femme, j'ai dit attention, on va bouffer des pâtes. Voilà. Parce que pour revenir sur le moment de bascule, c'est que là, nous, on a décidé à ce moment-là, mais en fait, ça se trouve, c'était un mois avant, un mois après. En fait, je pense qu'il y a un moment, tu es obligé de sauter, il n'y a pas de bon moment, en fait. En réalité, il faut être un minimum pragmatique, mais il n'y a pas de bon moment, en fait. Au bout d'un moment, tu es obligé d'y aller. Il faut que tu sentes qu'il y a quand même quelque chose, il y a une accroche. Bien sûr. Donc là, c'est une vraie accroche si tu as un potentiel... oui et non, parce qu'en fait, c'est pas les QV causes qui nous font manger aujourd'hui. Bien sûr, mais donc, tu sentais qu'il se passait quelque chose et que ton projet, il l'accroche avec la réalité. C'était pas juste dire, bon, vas-y, je démissionne, je vais monter un projet QV cause dans mon garage et 2 mois après, je vais dire, est-ce que ça vous intéresse ? Il faut avoir un projet tant qu'on peut garder évidemment la sécurité, surtout de nos jours et tout ça, et surtout, nous, on est tous les deux pères de famille, etc. Donc en plus, on n'est pas seul. Tu peux pas faire n'importe quoi non plus. Tu peux pas faire n'importe quoi, mais il y a quand même un moment où en fait, je pense que quand tu te mets en risque,
C'est là où personnellement tu développes aussi des aptitudes et des compétences. En tout cas, t'as faim, t'as plus le choix, t'es un peu en face du mur. Donc tu iras quand même beaucoup plus vite, tu seras beaucoup plus motivé, beaucoup plus que quand si tu as une situation où tu as une sécurité. Si tu as un plan B, un plan C, un plan D, non, ça marchera moins. Ouais. En fait, il ne faut pas de plan B. Faut Bah, que ton plan A soit ton plan B, tu vas attendre que et ton plan C et ton plan D. Je pense qu'il y a quand même un moment dans la vie où tu es obligé de sauter un peu sans parachute. Ouais. Sinon, ça marche pas. Voilà, après, ça on marche est pas. des gens, encore une fois, on a des enfants, etc. Surtout qu'en plus, quand on est arrivé, on a appris tous les deux que nos femmes étaient enceintes une nouvelle fois. Donc ça rajoutait du stress au fait qu'on n'avait plus de boulot. Et bon, bref. Mais il y a quand même un moment où je pense, ouais, tu as un risque en fait qui est à 100% à un moment. Et pourquoi cette cuvée avec le château de Fontainebleau, c'était pas. Parce qu'on en a vendu, mais pas tant que ça. En fait, on vendait pas du tout assez de vin pour ne serait-ce que payer même un demi-salaire. Tu vois. Ça payait le comptable, la banque et les fournisseurs de carton. Ah oui, parce que pendant ce temps-là, les cartons ont fait x2. L'essence, je sais pas si tu te souviens, le gasoil a explosé. Le prix du verre, tout explosait parce que c'était le début de l'inflation. Et de la guerre en Ukraine. Ah, il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine. Ah ouais. C'est 2022 la guerre en Ukraine. Si, c'était déjà à peu près à ce C'est moment-là. dans les tuyaux. L'inflation du verre, c'est vraiment la guerre en Ukraine. L'essence, enfin je me souviens du gasoil. Et donc nous on vendait après par correspondance, par internet. Et en fait, un carton de vin, ça pèse très lourd. Bah ouais, c'est le problème. Et ça coûte pas très cher, finalement. Exactement. Et donc, en fait, si tu vends des bouteilles autour de 10-12 euros, ce que nous on vendait, ou 10-15 euros, je sais plus combien c'était, tu as un panier qui coûte 60-80 euros, je sais plus, dans cette fourchette-là, et tes frais de livraison, ils sont déjà à 15-20 euros. Ouais, c'est juste les frais de livraison. Donc, les gens, en fait, ils disent « Ah, chouette, j'achète, etc. » Et puis, ils arrivent, ils voient frais de livraison 15 euros, abandon de panier, tu vois. Ouais. Et puis en plus, c'était un milieu hyper concurrentiel aussi. Enfin, toi, tu sais de quoi tu parles, surtout pour le vin. Le vin, c'est encore en ligne, pire que ce que je vin en ligne. Extrêmement dur, le vin. Le vin en ligne, c'est hardcore. Donc après, nous, on avait plein d'idées. On voulait créer des box, un système d'abonnement. On a essayé de trouver, de tourner le problème dans tous les sens. Mais on a quand même relativement assez vite vu que ça allait être compliqué en tout cas de pouvoir vivre et faire vivre nos familles avec cette activité-là. Alors certes, qui était très noble et tout ça, il y a beaucoup de gens qui appréciaient et tout ça, et même encore aujourd'hui, ça nous arrive des gens qui disent « Ah, c'est dommage que vous ayez arrêté, que vous arrêtiez, que vous devez faire ça, etc. » Sauf que c'était pas viable, c'est-à-dire que pourquoi pas des opérations comme ça, mais en tout cas, on n'en fait pas une entreprise. C'est difficile de bâtir une entreprise sur un modèle où il y a un aspect qui est quand même assez moral, d'aide au patrimoine, etc. Faut pas mélanger les deux, en fait, je pense. Ça peut... Alors moi, mon avis, je veux dire, ça peut aider aux gens à passer à l'achat. Mon avis, c'est que non, ça aide une micro-minorité de gens qui vont acheter comme ça, mais sur le long terme, ça marche pas. Non. Et surtout si vous défoncez votre rentabilité en plus. C'est ça. Donc oui, sur le long terme, vous sentiez qu'il fallait passer à autre chose. C'est ça. Et même la vente de vin en elle-même, même s'il n'y avait pas le patrimoine, en plus de base, c'est très dur. C'est déjà un métier dur. Derrière, tu as des Vinissimus, les machins, les grosses plateformes qui font des milliards de volumes et tout ça. Donc, compliqué d'arriver sur ce marché-là. Et heureusement qu'il y a eu cet événement avec la cuvée Fenestrelle où on a fait goûter des vins, où là, on a senti... Là, on a eu le déclic. On s'est dit, en fait, les gens, ça fait 1 an ou 2 ans qu'ils sortent pas beaucoup. C'était votre premier événement physique avec des gens qui viennent. Il y avait 80 personnes. Il y avait 80 personnes. Et en fait, là, les gens sont venus nous voir à la fin de l'événement, trop contents, etc. Et en fait, avec Géraud, on s'est dit, mais en fait, les gens... En fait, ils nous parlaient pas du vin. Ouais, ils s'en foutaient du vin, ils étaient là trop bien. Ils se disaient, si, ils jouaient le jeu, quoi. Ils votaient. Bien sûr, tout ça. mais c'était pas le. Il y a plein de gens, ils disaient, merde, j'ai voté. C'était ça. Le truc, là, par contre, les retours. Là, soit tu te dis, putain, fais chier, ils s'en foutent du vin. Soit tu te dis, on tient autre chose. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Il faut bien le voir. C'est ça. Nous, on a dit, mais en fait, les gens, ils veulent quoi ? Ils veulent juste se retrouver. Ils ont été confinés pendant 2 ans. Alors, sachant que c'est pas quelque chose qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe, parce que avant même quand on a lancé le Canon français, on avait cette idée d'événementiel. C'est juste qu'on était en plein Covid. interdit. Ouais, bien sûr. Oui, on l'avait depuis le début. On n'avait pas la forme actuelle, mais le fait de faire des rassemblements, des choses comme ça. Juste de basculer sur de l'événementiel, quoi. C'était quelque chose qui était en tout cas dans un tiroir, mais on qui pensait à la base devait prendre 30% de place et 70% de vente de vin. Et en fait, très vite, on a changé de fusil d'épaule, quoi. Vous avez fait 100-0. 100 ou 99-1, puis 100-0, quoi.
Ouais. Parce qu'en fait, le vin s'est fait laminer par les événementiels. Ouais. Enfin, par l'événementiel. Par contre, on n'a jamais passé autant de bouteilles de vin. Bah, oui, qu'on fait du de coup, l'événementiel. pour le coup, oui, là, on n'a Je dis jamais pas, autant les vignerons, soutenu ils la aiment vie. beaucoup. Hein, Parce On que n'a jamais soutenu autant la viticulture qu'aujourd'hui. Ah bah oui, parce que Française. à chaque fois que vous faites un événement, mais on va y venir progressivement. Donc après vous faites un deuxième événement, C'est ça, donc on Donc, se dit, le on deuxième retente la château, chance. Donc c'est le château voilà. de Montgeroux, là où tu es château de venu. Montgeroux. Donc là j'étais venu et vous m'avez permis de vendre mes bouteilles de Maquisard, mes toutes Ouais. premières cuvées de Maquisard. Ouais, exactement. Mais Ça- tu vois, c'était pas encore Ça le avait marché format- d'ailleurs, je me souviens plus. T'avais eu un petit Je succès sais ou... plus trop, ouais, quelques bouteilles quoi. Bah après Ouais. moi tu sais c'est des bouteilles qui valent tout de suite 50, 60 Ouais, euros. ouais. Donc c'est un peu mieux. Puis, Ouais. et ce qui est marrant, c'est que j'étais dans le même cas que vous, parce que moi, les bouteilles étaient dans ma cave à Boulogne. Ouais. Donc j'avais une palette de cognac dans ma cave à Boulogne, comme vous aviez une palette de Ah bah quenouille oui. chez vous. Ouais. Donc j'étais venu avec ma caisse, les foutant à l'arrière. Ouais, je me souviens. Mais ouais. Il y Et donc avait ça, on s'était 200 rencontrés. personnes à peu près à cet Ouais, il y événement. avait quand même pas mal de monde. Ouais. Ouais. Et sur une plage horaire Assez large. Et en fait, c'est là où on commençait un peu à toucher du doigt vers là où on a fini par arriver. Mm. En fait, il nous a fallu juste enfin, c'est le troisième événement où on est arrivé sur la formule qui ressemble le plus à celle qu'on a actuellement. Parce que là où tu étais au château de Montgeroux, c'était encore. Il y avait les tables de banquet, mais c'était les gens allaient chercher leur nourriture. Ouais, c'était plus. ils Guinguette. déambulaient, Voilà. C'était plus une guinguette qu'un banquet comme on les fait avec ouais, service à voilà. table et tout aujourd'hui. Ouais, mais je me souviens, il y avait déjà cochon à la broche. Oui. Mais et ça, ils même nous au premier servaient. événement, il y avait déjà ça. Ok. Parce que pour nous, c'était très important que ça soit terroir et tout ça. Mm, mm, On voulait pas du tout faire un truc petit four. Enfin, c'était pas du tout notre Mm. délire. On n'avait pas du tout envie d'aller vers le traiteur petit four, machin, caviar et tout ça. Ça nous intéressait pas du tout. Ouais. Nous, on voulait un truc terroir, viande à la broche, machin, dès le truc début. de copains, en fait. En Ouais. vrai, on Ouais. refaisait. C'est Ouais, de la vraiment le repas convivialité, du... quoi. Ouais, le repas de copains simple. En fait, Ok. c'est vraiment ça un peu le mantra qu'on a depuis le début. Ok, donc troisième événement, troisième château. Et là, c'est là où Vous ça a trouvez commencé à votre formule. exploser en fait. Parce que le premier événement, on a mis quand même un peu de temps à le remplir alors qu'il n'y avait Ouais. 80 personnes. Le deuxième, on a mis tout l'été quand même pour le remplir. Et ça s'est rempli les 2 derniers jours. Enfin, Oui, les 3 et le dernier jour. Ouais, et l'événementiel, c'est souvent un peu ça. bah, Bah, ouais, après ça a Enfin, changé. après, ouais, Ouais. peut-être que vous Et après, avez il y a eu meilleur le retour. banquet à Meudon, donc toujours pas loin de Paris là. Et là, pour le coup, en 5 jours, on l'a rempli. Ok. Et après, ça a été explosif. Ça a été En explosif. fait, on lançait Ok. des banquets, on n'avait même pas le temps d'annoncer sur les réseaux sociaux. Enfin, tu sais, on envoyait des newsletters, Ouais. on n'avait pas le temps de sortir la vidéo d'annonce qu'il y avait déjà la moitié du banquet qui était rempli. Il y a eu vraiment un phénomène. Et là, les gens bougeaient énormément. Ouais, les gens ont traversé la France pour venir au banquet du Canon C'est français. ça. Ouais. Là, on comprenait pas avec Jérôme, on était là, mais attends, le mec, il vient d'Alsace pour venir à un banquet. Même d'Aveyron. Je me rappelle, il y en a qui ouais. avaient pris des avions de Bayonne pour venir à Meudon. Enfin, c'était fou. À celui de Meudon, le troisième. Ouais, Et c'est surtout que il était plus gros ou- Non, c'était pareil 200 que personnes. 200 ok. personnes. 200 et personnes. Ok. qu'on a servi à Mais deux. c'est avec les ça. gens, quand même déjà mais les- balèze, mais les gens, ça les 250. faisait marrer. En fait, pendant ce temps-là, les réseaux sociaux commençaient à Ouais, péter un câble. explosé, ouais. Parce qu'en fait, on a mis les vidéos des premiers événements, des premiers banquets, et les algorithmes ont fait le travail, quoi. Donc Mhm. les gens ont liké, commenté, etc. C'est marrant, c'est trop bien, machin, Ouais. rien. Et du coup, ça ramenait du monde. Puis le truc, en fait, ça fait une espèce de... C'est parti très très vite. Ok. Vous Et avez puis- les données sur quel réseau ça marche le mieux Nous, c'est Instagram au Nous, début. c'est Instagram, ouais. ouais. Instagram, TikTok est venu après. Et Facebook, maintenant, ça cartonne. Et ouais, maintenant, c'est Facebook, nous. Ok. Facebook, Bah, en ce moment, c'est... des gens un peu plus âgés, Ouais. c'est une communauté que vous ne touchiez pas au début, quoi. Ouais, c'est non, ça. on touchait des gens très jeunes au Le départ. public a très changé, enfin, beaucoup changé. A Il a évolué. évolué. C'est complété, on va dire. Ok. Ouais. Et donc ensuite, vous faites le troisième banquet. Là, vous Et vous après, dites, là, on se dit, ok, bon, maintenant, on il y a- part il y a là-dessus. quelque chose à On faire. fait des banquets. Ok. On commence à peaufiner notre formule. Alors là, on aura beaucoup de choses à raconter parce qu'il y a eu beaucoup de déboires, de Ouais, on a problèmes. eu plein de merde. Bah, allez raconter les problèmes. On c'est a important. plein de soucis parce qu'en fait, nous, on avait notre idée en tête. Ok, on veut rassembler des gens autour d'une table. Les gens ne se connaissent pas. Ils mangent des produits du terroir, de la région, enfin du coin, Ouais. donc local. Et il y avait aussi toujours cette idée de faire ça dans des lieux, dans des beaux lieux et tout ça. C'est des choses aussi qui ont évolué avec le temps. Et donc ça, nous, on avait notre truc et on remplissait. Donc on n'avait pas de problème de remplissage. Par contre, très vite, nous, on n'est pas du tout de l'événementiel. On a vraiment J'y connaissais rien, tu sur le vois. tas. Et on a fait énormément d'erreurs. Et, Genre, et très vite, énormément. on a eu pas des problèmes de remplissage ou de l'entreprise. Enfin, si on parle d'un point de vue entrepreneurial, bah, c'est une entreprise qui était en pleine croissance, c'était top et tout ça. Il y a Gérald, que beaucoup de gens connaissent, s'ils suivent nos réseaux sociaux, connaissent, qui nous a rejoint à peu près à ce moment-là, Ouais. etc. Donc on commençait déjà, on n'était plus 2 mais 3, et ainsi de suite. Mais par contre, là, on a commencé à rencontrer les problèmes événementiels Comme quoi liés à l'alcool. Ah.
Surtout l'alcool. Non, mais pas que, parce que tu te souviens, on avait aussi des problèmes de quantité, de mauvaise répartition d'électricité. des machins. T'avais une table qui avait 10 bouteilles, une autre qui en avait qu'une. Enfin, le service, c'était n'importe quoi. En fait, Géraud et moi, on faisait tout. On faisait le service des plats, le service du vin. On montait nous-mêmes les tables et chaises. Ouais. En fait, on était au four et au moulin. Ouais, pour 200 personnes, ça commence mais c'était l'enfer. C'est-à-dire que, puis à la fin, on était trop fatigués, tu vois. On savait plus. Je mettais trop de tarte pommes là, trop machin. Enfin, on envoyait n'importe comment. Enfin, on n'est pas du tout. Enfin, voilà. Après, on a fait. Donc ça, c'était la première fois. Donc, puis en même temps, il n'y avait personne qui gérait la pompe à bière. C'est ça. C'était l'enfer. Et là, on s'est dit, bon, on peut pas s'occuper du service. Donc, ça, première étape, on a commencé à essayer de travailler avec des traiteurs qui faisaient du service, etc. Okay. Donc ça a déjà commencé à évoluer un petit peu. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus cher. Donc c'était plus cher. Donc il fallait plus de monde pour amortir. Parce qu'on ne voulait pas augmenter nos prix. D'ailleurs, on n'a toujours pas augmenté nos prix. On n'a jamais bougé nos prix. On n'a jamais bougé nos prix. C'est 80, 79, ouais. Sachant qu'il y a la TVA et tout déjà. Donc bien sûr. On était déjà affilié à la TVA et tout. Hein. On n'était pas en EI, on a toujours été en SAS. Okay. Donc on était déjà affilié à la TVA en fait. Ok. C'est 20% de TVA là-dessus Non, t'as plusieurs taux. T'as un taux pour l'alcool, un taux pour la nourriture, un taux... Mais sur le billet c'est 20% non. payent les gens. Non, il n'y a pas 20% de TVA. Nous, on les affiche à 10, mais en réalité, on paye plus parce qu'on fait une ventilation de TVA en fonction de l'alcool et tout ça. Okay. Parce que l'alcool, tu n'as pas le droit d'en vendre à 10%. Ah oui, c'est 20%. Ouais. Donc, ça, je le connais. Et nous, comme en fait, il y a la partie spectacle aussi qui vient rentrer dedans. Parce qu'en fait, ça, c'est aussi parce que notre formule au début, il n'y avait pas de sonorisation. Maintenant, c'est vraiment une belle production. On produit, on met vraiment le paquet, on s'applique. Franchement, c'est trop bien. On a trouvé le bon rythme et tout ça. Enfin, les gens sont ravis. D'ailleurs, ils reviennent beaucoup. On a énormément de gens qui reviennent et qui sont à 5, 10, ça, 15, c'est bon signe, ça. 15 banquets. Ouais. La vache. Ouais, on a fidélisé. Mais il y en a, c'est des malades. Ils se mettent des petites croix pour dire le nombre de banquets ou des pins des régions qu'ils ont fait. Sur leur béret. Ouais, sur les bérets. Il y en a, ils viennent une fois. Il y en a carrément, parfois, on fait 3 jours d'affilée. Parce que quand un jour est rempli, souvent on ouvre une deuxième date au même endroit le lendemain. Même parfois une troisième date. Et parfois, il y en a qui font les 3. Enfin, tu vois, qui vont venir les 3. Ouais, il y a vraiment des gens, c'est des fous furieux. Ouais, c'est des fous furieux, mais ils sont top. Et puis, en fait, ils y vont une fois avec leurs potes. Et en fait, ils se disent, ah, c'est génial parce qu'en fait, je peux me marrer avec mes potes. Mais en soi, c'est aussi un endroit où je pourrais très bien me marrer avec mes parents. Ouais. Donc, ils reviennent la fois suivante avec ses parents ou avec un tel. Enfin, voilà, les gens se ramènent les uns les autres. Il y a des couples canons français. Qui se sont rencontrés là-bas. Qui se sont rencontrés, qui se sont mariés. Ok. Il n'y a pas de bébé canon français pour l'instant. Il doit y en avoir. Il doit y en avoir. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu 3 demandes en mariage déjà en live. Français. Et oui. Là, que des oui. Que des oui. Que des oui. Alors parfois, on a eu des fakes demandes en mariage. Enfin, il y a des gens qui ont vu parce qu'on avait partagé une vidéo. Ouais. Moi, je voyais bien des gens venir. Oui, je vais faire une demande en mariage et tout ça. En fait, bon, pas du tout. C'est le gars, il fait ça juste pour le délire, pour machin. Mais des vraies demandes en mariage, surprises et tout ça. C'est toujours émouvant d'ailleurs ces moments-là, c'est toujours sympa parce qu'en plus tout le monde fait corps, tu vois, à ce moment-là. Enfin, tout le monde est intéressé par ce qui se passe et se sent impliqué. Donc tu as un côté un peu familial, naturel qui se crée, qui est hyper sympa. Il y a même une personne d'une des bandas qui joue dans les événements qui a rencontré sa compagne. Donc c'est même les prestats en fait ont rencontré parfois rencontrent aussi l'âme sœur dans les événements quoi. Okay. C'est marrant. Ça c'est l'avantage les gens se rencontrent. C'est la place du village en fait. C'est que ça a bien marché du coup. Encore ce week-end, témoignage hyper touchant. Il y a un gars qui vient me voir. Je me dis mais je le reconnais lui. Alors on a du mal à reconnaître souvent les visages parce qu'on rencontre énormément de monde. Parce qu'on est tout le temps sur les événements et on parle à tout le monde, à tous ceux qui veulent et tout ça. Donc on rencontre beaucoup de gens. Mais lui, je me souvenais de son visage. Et en fait, c'était quelqu'un que j'avais mis dans une vidéo d'un banquet, mais il y a 2 ans. Et qui vient me voir en fait pour présenter une fille en disant voilà, il y a 2 ans en fait j'ai commenté une vidéo du canon français, cette fille a commenté, on s'est parlé tout ça, et ça fait 2 ans qu'on est ensemble et tout ça, donc grâce au canon français il venait nous remercier. C'est ouf. C'est ouf, c'est trop bien. On n'a rien fait. Voilà, t'es maître de ton destin. Voilà, on a créé la place où les gens peuvent se rencontrer. Okay. Mais ça c'est cool. C'est parce que les gens sont venus aussi que la place est créée. Donc mais on a eu des grosses galères au début quoi, évidemment. Et donc vous avez utilisé des traiteurs. Ouais. Et après vous avez augmenté donc ce que tu disais, la taille des banquets pour que ça devienne rentable. Exactement. Sans bouger le prix. Et donc vous êtes retrouvé à faire des banquets. Moi quand j'ai suivi au début, vous étiez passé à 400, 500. 400, 500, c'était un peu la moyenne qu'on faisait. Voilà. Après j'ai vu des 700. Voilà. Et un jour j'ai vu un 2000. Ouais. En gros, c'est ça, on a fait. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, là, ça a bien pris. Là.
Et pendant longtemps, on a fait 500 personnes. Après, on a en effet passé à des 800 personnes. C'est là où on a commencé à avoir en fait, on avait déjà des problèmes, mais qui restaient gérables parce que le niveau de monde. Mais quand on est passé au cap, quand on a dépassé les 500, quand on s'approchait des 1000, là, on a commencé à avoir des soucis qui commençaient à être pas drôles. Il y a un moment où on était à 2 doigts de tout arrêter. Hein. Ouais, on a failli arrêter. On était... on a failli tout arrêter. Il y avait des problèmes, on recevait des lettres de mairie, des plaintes. En fait, le gros problème qu'on a eu, d'ailleurs, il y a plein de gens qui ont fait les premiers banquets Canon Français, et c'est des événements qui n'existeront jamais, plus jamais, parce que nous, on est arrivé tout feu tout flamme. Nous, ce qu'on voulait, c'est juste, les gens se rassemblent, on fait les événements. On contrôlait pas le débit de boisson, enfin, on faisait n'importe quoi. C'était open bar, en fait. Les pompes à bière étaient tournées vers les gens, ils levaient la main, il y avait une bouteille de vin. C'est complètement interdit de faire ça. Alors, on prévoyait un stock, donc en fait, c'était pas vraiment open bar, mais en fait... Oui, en réalité, les gens boivent à peu près ils boivent toujours les mêmes quantités, plus ou moins. Enfin, je veux dire, nous, on va servir plus ou moins la même quantité, c'est juste qu'elle est beaucoup mieux répartie maintenant. Parce que les bouteilles sont servies directement et puis par table. À des moments précis, pas à la demande. Et les bières c'est des jetons, les gens ont un système de jetons. Pour leur consommation de bière ou de soft, même on a rajouté des softs, on a ouvert aussi aux enfants parce que c'est devenu plus calme, enfin pas plus calme, c'est toujours aussi festif, mais maintenant on n'a pas du tout, c'est totalement possible d'accueillir une famille au Canon Français sans problème. Et puis on gère mieux les animations. Voilà. Ça nous permet de rythmer l'événement, en fait de toujours proposer quelque chose. Alors qu'avant, quand on arrivait, qu'on avait très peu d'animation, pas de sonorisation, pas de moyen de parler aux gens au micro et tout ça, parfois la salle prenait le dessus. En fait, il y a des moments. Alors, franchement, ça donnait des frissons et tout parce que quand t'étais au virage Auteuil. Hein. L'ambiance, c'était. Quand la foule elle s'emballe. Mais c'est toujours pareil. Hein. C'est juste que c'est une forme différente, mais il y a toujours une euphorie énorme. Mais là, il y avait un côté un peu brut. Qui était assez impressionnant, mais en fait qui n'était pas viable. Il y a plein de gens qui venaient nous voir et disent c'est génial, mais les gars, vous allez fermer dans 2 semaines, c'est pas possible. Quoi. Parce qu'il y avait des bagarres. Bagarres, vomis, à balles, enfin ça donnait des beuveries parfois. Tu vois. Pas à chaque fois, mais. Vous m'aviez raconté une anecdote une fois qui était, je sais plus quel banquet c'était, et lequel de vous deux m'avait raconté cette anecdote, mais les gars s'étaient mis une turbine à votre banquet, et c'était dans un petit village où il y avait qu'un rad. Un seul petit bar, ils étaient tous sortis et je vous vendiez déjà les bérets à ce moment-là, donc les mecs sont tous identifiables à 1000 km et ils sont tous allés dans un petit PMU qui tourne jamais et le mec a fait son chiffre d'affaires de l'année. Mais ça existe encore. Ah ouais, coup, ils l'ont explosé. C'est toujours. Les gars n'ont pas compris ce qui s'est passé. Maintenant, si tu veux, c'est même parti encore plus loin, c'est que les bars font des communications sur Facebook en disant on est ouvert pour après le banquet. Enfin, tu vois, les gens commencent à... Maintenant, ça se sait. Les gens comprennent que quand il se passe ça... Quand le banquet finit, forcément, il y a une partie du public qui va aller... qui n'est pas local. Et qui dort sur le coin. Voilà, qui va louer un hôtel, qui va... Ça, justement, disons-le, du coup, depuis que ça marche bien, vous avez aussi, avant les municipalités, vous faisiez des messages pour dire de dégager. Maintenant, c'est l'inverse. Vous m'avez dit que vous avez reçu des de plus en plus, demandes de municipalités pour venir organiser des banquets chez eux, parce que justement, ça fait vivre l'économie locale. Oui, parce que en fait, maintenant, c'est ultra maîtrisé. Notre formule, elle fonctionne bien. Donc, c'est un atout pour une mairie, en fait, d'accueillir le Canon Français, parce que... c'est un événement festif sans débordement, et c'est de plus en plus rare. Donc, quand on parle avec les gens et tout ça, même quand, par exemple, il y a des endroits... Bon, déjà, il n'y a pas beaucoup d'événements festifs. Et sinon, c'est la boîte de nuit, mais la boîte de nuit, en fait, ça devient dangereux. Il y a de plus en plus de problèmes, etc. Enfin, c'est ce que nous disent, en tout cas, beaucoup de gens. Et ce côté, en fait, ça, les mairies apprécient parce qu'il y a un côté vraiment... C'est la fête, c'est la bringue. Hein. Quand tu es dedans, il y a une ambiance de fou. Il y a un peu vraiment un sentiment de liberté. Les gens lâchent les chevaux. Enfin, voilà, c'est une fête, quoi. Mais il n'y a pas de débordement. Les gens sont respectueux les uns les autres. On a eu des bagarres au début, mais c'est parce qu'on servait trop d'alcool. Mais en plus, franchement, on en a eu quelques-unes. Mais c'est juste que ça gâche toujours la fête. Bien sûr. Et maintenant, on n'a plus aucun problème. Voilà, donc forcément, pour une mairie, en plus, en fait, tu accueilles un événement qui attire du monde dans ta ville. Donc, tu fais un peu de publicité pour ta ville. Tu fais travailler tes administrés, tes commerçants. Et en plus de ça, tu proposes aussi à tes habitants un événement de qualité. Donc, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de mairies qui, quand ils nous aiment bien. Et qui vous mettent à disposition des salles sympas, parce qu'au début, on loue toujours. On paye. Mais parce qu'au début, vous me disiez que vous faisiez des banquets dans des salles historiques. Donc, notamment, vous avez fait un banquet dans la salle des banquets de François Ier, c'est ça ? Oui, Château de Cognac. Ça, c'est quand même un bel hommage. On a fait l'abbaye de Fontevraud aussi. On a fait des lieux comme ça, assez... on a fait des là, très dans beaux pas lieux. longtemps, on va faire la Grange de Mêlée, qui est une salle du XIIIe siècle. Et vous avez fait aussi les arènes de Béziers. Béziers, Et Parentier sans borne, on a fait 2 arènes. Ok.
Ouais. Et donc ça, c'est les mairies qui vous permettent... Non, alors Béziers, c'est des gens C'est de la privé ville qui nous ont... Non, alors non, c'est public, mais c'est géré par une Voilà. entreprise privée. Ok. Donc là, on coûte paye, cher. mais la mairie nous a quand même un peu aidés. C'est pour ça qu'ils ont 2000. Ça coûte cher, les arènes de Béziers. Les arènes de Béziers, c'est pas donné, ouais, Ouais. bien sûr. Ok. Mais Les salles communales sont moins chères en général, ouais, quand c'est ouais. pas géré par du privé. Mais... ouais, bah, ça dépend en fait. T'as tous les prix en fait. Ok. Ça, t'as des salles qui coûtent 20 000, t'as des salles qui coûtent 10 000, t'as des salles qui coûtent 30 000. T'en as qui coûtent 2 000. Enfin, c'est vraiment très variable. Ok. Et C'est- la première fois que j'ai vu que vous avez fait un banquet à plusieurs milliers de personnes, je me suis posé une question toute bête, mais... Parce que j'avais remarqué que vous utilisiez des traiteurs pour faire le service, et de toute façon, je suis pas con, je me suis dit, enfin peut-être, mais je me doute bien que vous faites pas le service à deux pour 2000 personnes. Et du coup, comment ça se passe? Parce que le traiteur, il vient, il fait à bouffer pour 2000 personnes. Mais il a combien de personnes en équipe? Ah ouais, ça c'est beaucoup de monde. Il a, je C'est sais beaucoup, pas, beaucoup de monde. un Alors pour, ça, je vais en profiter. 30 Je personnes. profite là qu'on fait un podcast, Ouais. parce que beaucoup de gens disent oui, c'est un peu cher, etc. Vous ne vous rendez pas compte, je sais pas où est la caméra, vous ne vous rendez pas compte du nombre de gens qui travaillent derrière, les serveurs, les gens en cuisine, etc. C'est un monde de dingue. C'est-à-dire que c'est un serveur pour 35 personnes, minimum. Et derrière, en cuisine, je sais pas combien ils sont, mais je n'ai pas les chiffres exacts. Sur l'événement de Toulouse, il y avait le nombre, on en avait rigolé pour ça, parce qu'il y avait le nombre de personnes de notre premier banquet qui travaillaient. C'est ça. Donc, Et il y tout le monde est avait rémunéré, 180, 200 personnes. Ouais. Donc tu avais 200 personnes qui bossaient. Donc vous faites un banc, parce qu'ils bouffent avant eux. Ouais, il y avait un banquet des il y avait un prestataires. banquet des prestataires. Ouais. Il y avait- prestataires. En fait, avant le dedans, il y a banquet les des- serveurs, mais il y a aussi la sécurité. Nous, on a mis beaucoup Ouais. de sécurité. D'ailleurs, pour revenir sur les problèmes, tout ça, on a réglé nos problèmes en mettant aussi un service de sécurité. Après, on a réglé les problèmes, sur les problèmes d'alcool et tout ça, ce qu'on n'avait pas terminé. Ouais. Mais en fait, ce qu'on en a fait, c'est au début, on a réglé notre événement, mais après, les problèmes, c'était à l'extérieur de l'événement. Et c'est là où on avait des lettres de mairie, etc. Ok. Parce qu'en fait, les gens se tenaient mal. Nous, on avait réussi à maîtriser notre événement. Ça se passait plutôt bien. Tu te rappelles, tu vois, Rennes, voilà, des événements Absolument. comme ça. Mais par contre, après, on recevait des plaintes de voisins et tout ça parce que les gens, une fois sortis, étaient trop arrachés et du coup, ça ne fonctionnait pas. Et donc, ça va rejoindre un peu ce que disait PA. C'est que du coup, on a réduit, on a limité en fait les quantités d'alcool avec le système de jetons et de services. Et du coup, beaucoup de gens nous ont dit « Ah, mais vous n'avez pas baissé les prix ». Alors qu'en soi, ils ont l'impression qu'il y avait moins d'alcool. Mais en fait, du coup, nous, ça nous a permis en fait, de nous concentrer sur un autre endroit où on pêchait un petit peu. C'est le repas. Par exemple, on ne mettait pas de dessert, on a rajouté des desserts. On a beaucoup plus travaillé la qualité des produits, les fournisseurs, etc. Donc en fait, on a pu aussi, ça nous a permis aussi de se reconcentrer sur quand même la base du banquet qui est la bouffe. Ouais, les produits du terroir. On a Etc. beaucoup plus Donc- travaillé la nourriture, la qualité des Et mettre des mets, quantités énormes. le etc. service, Si vous la faites finesse travailler du les service. artisans locaux, à chaque fois Ouais. on montre, on voit de plus en plus le boucher, le charcutier, que vous mettez Exactement. en avant, Le fromager, les le fromagers. boulanger, et puis même, on n'en parle pas souvent, mais nous, parce que nous, c'est au-delà du terroir, c'est même faire travailler les gens locaux, mais Ouais. tu as aussi même la boîte de sécurité, le régisseur, les gens À comme chaque ça. fois, tu vous vois. faites le plus local Le possible. plus local Ouais. possible, ouais. Ouais. C'est souvent nous, c'est juste que maintenant on a des traiteurs partenaires un peu partout en France qui eux rayonnent large, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du local Ok, à ouais. 20 km parce que c'est difficile de trouver des traiteurs. Mais pour ils servent envoyer. les produits du coin. j'imagine. Voilà, ils servent Ouais. les produits du coin. Voilà. Ok, vous En les gros, ils poussez à viennent aussi avec, faire ils l'effort, viennent avec leur Non, bus de c'est nous qui leur serveur. imposons. Ok, oui, vous les Voilà. poussez à faire l'effort Ouais. de faire ça. C'est ça. En fait, nous, on leur Oui, dit, vous leur vous allez imposez. prendre la charcuterie chez un tel. Ok. En fait, c'est nous qui la payons et on l'amène et eux, ils la servent, en fait. Ok, De manière générale, c'est comme ça que ça se passe. ok. Et donc, pour rejoindre ce que disait PA, c'est qu'il y a, sur les gens qui travaillent, il va y avoir évidemment toute la sécurité, tout le service, nos équipes à nous, parce qu'on a des bars aussi, tout ça, les régisseurs, la régisson, les animations, l'animation, les musiciens, et surtout la Sainte notre, Sassem. notre grand ami qui est venu nous surprendre en plein, qui nous a aussi... Au tout début, ouais, on savait pas que ça existait. Ouais, la La SACEM. La Sassem. Et un jour, toc toc toc, vous nous devez tant. Ah oui, quand même. C'est vrai Ah ouais. Ah, ou à C'est votre comme ça qu'on bureau a découvert leur existence. Non, Ah, enfin, toc toc toc, on a reçu un courrier, quoi. Ok, Mais et vous deviez j'aime combien bien imaginer le truc. Alors, je me souviens plus du montant de la facture, mais pour nous, à l'époque, c'était énorme. C'était. Plusieurs milliers Ouais, Ah oui, plusieurs oui, milliers. oui. Ah oui, oui. Ouais, oui, facile, oui. ouais. Ah oui. Donc En voilà, fait, on au a début, ils découvert. voulaient qu'on leur donne 11% TTC, enfin de notre chiffre d'affaires TTC. 11%. 11%. Donc leur en fait, dit, mais comme les les gars, en fait, festivals, en fait, ils déjà, vous taxaient taxez une une taxe. Ouais, parce que... Ils taxent de l'argent que c'est pas à nous. Bon, enfin, on va pas donner tous les chiffres, mais Non. voilà, mais c'est. Ouais, parce que TTC, c'est-à-dire qu'il y a déjà la TVA, et eux, ils veulent taxer Voilà. le montant où il y a déjà Mais TVA, parce qu'en fait, 11% parce qu'en hors fait, taxe. ils ont, voilà, mais parce qu'en fait, on C'est était énorme, un peu, mais c'est énorme, parce qu'en fait, on est un peu 11% hybride, TTC, parce qu'on n'est pas un restaurant. En fait, tout ce qui est restauration, c'est, ils vont payer un forfait annuel, et on n'est pas non plus un festival où eux, souvent, c'est des très grosses associations, et les gros festivals, en fait, ce sont
réunis en collectif et ils ont des tarifs négociés avec la SACEM. Donc en fait, ça marche pour les très gros festivals. Les petits festivals se font plumer. De ce que je sais, ils se font plumer, ça leur coûte très cher. Donc il faut vite qu'ils arrivent à grossir pour pouvoir atteindre des certains niveaux, pour réussir à rentrer dans les corporations et machin. Et nous, on a fini par aller les rencontrer, la SACEM. Et en fait, on a trouvé une dame très gentille avec qui on travaille en super confiance, qui nous suit, qui connaît très bien l'événement, qui nous connaît, et on travaille que avec elle. Parce que la SACEM, pour expliquer aux gens s'ils ne savent pas ce que c'est... les droits d'auteur musicaux. Voilà, donc ceux qui taxent dès que vous utilisez de la musique dans votre business, en fait. C'est un restaurant qui met ne serait-ce que... un salon de coiffure, un croque-mort, mais maintenant les pompes funèbres. Les pompes funèbres sont SACEMisées. En fait, c'est une entreprise privée qui est à but non lucratif, mais c'est les seuls à gérer ça. C'est une boîte privée ? C'est une boîte privée. C'est un peu comme les SAFER, tu sais, dans les transactions agricoles. C'est un peu le même principe. C'est des boîtes privées d'intérêt public. Voilà, ils ont un monopole du coup. Mais du coup, le patron de la boîte privée d'intérêt public, il se met bien, lui. Ça, je ne connais pas le montant de son salaire, mais je pense qu'il ne doit pas être trop mal payé. L'URSSAF est une boîte privée d'intérêt public. C'est vrai ? C'est privé, l'URSSAF ? Ah bah je savais pas. C'est pour ça que ça marche bien. Pardon, j'ai dit une dinguerie. Ça marche bien. J'adore l'URSSAF. Ça tourne. Non, après, nous, quand on a discuté avec eux... un problème de client. Non, j'ai pas de problème. C'est envoyé... Nous, maintenant, on travaille en très bonne entente avec la SACEM. On a trouvé un accord et tout se passe très bien. Parce qu'on comprend pas trop ça, honnêtement, on trouve ça cher. On trouve ça cher. Mais on n'est pas les premiers à le dire. Voilà, dans l'événementiel, tous les gens qu'on a rencontrés. Mais même les artistes s'en plaignent. Même les artistes s'en plaignent souvent parce que, en fait, les gros artistes, ils s'en plaignent pas parce qu'eux, ils sont très connus, donc ça marche bien. Et c'est facile d'identifier leur musique, etc. Mais dès que tu passes des sons d'artistes moins connus, etc., c'est parfois mal redirigé. Eux, ils touchent un bout de sa scène de temps en temps, ils savent pas d'où ça vient. C'est pas toujours très bien compris. J'ai un client restaurateur qui, pareil, connaissait pas spécialement le fonctionnement de la SACEM. Et donc ils payaient pas, ou ils payaient, mais eux, les restaurateurs, ils peuvent choisir un forfait en fonction de leur taille ou du nombre de clients qu'ils ont. Et en fait, donc c'est comme nous, alors c'est en fonction du nombre de personnes. Ouais, non, je crois que c'est à peu près comme ça. Mais que tu... Ah oui, que tu adaptes, voilà. Qu'il y a par tranche. Et donc lui, il a déclaré le forfait en dessous, forcément, pour pouvoir payer moins. Le problème, c'est que les bureaux de la SACEM sont juste à côté de chez lui, qui viennent bouffer tous les midis, et qui dit « J'espère qu'un jour, ils vont pas regarder mon dossier et que vraiment, ils vont m'adorer le plus possible. » parce que... Et pareil, à ce moment-là, je me suis dit « Ah oui, c'est vrai, parce que tu fous de la musique, parce qu'un restaurant sans musique, c'est l'horreur. » C'est leur argument. C'est leur argument. Alors il y en a qui du coup disent oui, regardez, sans musique c'est moins bien. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Mais en fait nous c'est pas ça. Le principe le principe de la SACEM en fait moi je trouve ça assez normal en fait qu'il y ait un système pour protéger les artistes etc. Et que quand tu fais un événement où la musique prend une part importante, c'est normal, tu utilises le travail de quelqu'un d'autre pour toi faire marcher ta propre activité. Là le souci c'est que on trouve ça très cher. Et que il y a, par exemple, nous, moi, personnellement, je trouvais que, en fait, quand on paye la SACEM, ils nous demandent jamais ce qu'on passe comme musique. Donc, en fait, on se dit, tous les frais de SACEM qu'on paye, à comment c'est reversé ? Est-ce que ça va être Michel Delpech, les petits-enfants de Michel Delpech, ou est-ce que ça va être Beyoncé ? J'en sais rien, et tout ça. Donc, il y a un côté en plus. Et nous, moi, ce que j'avais dit à la dame avec qui on traite aujourd'hui, encore une fois, tout se passe très bien. J'avais dit, c'est qu'en fait, le slogan de la SACEM, c'est protéger la musique. Faites vivre la musique. Faites vivre la musique. Nous, on fait vivre la musique d'une certaine manière aussi, parce qu'on va faire venir des fanfares qui ne sont pas connus, dans des régions où on ne les fait jamais jouer, des chanteurs, des artistes, etc. Et tout ça. Donc, en fait, on fait travailler des artistes. Et le problème, c'est que comme ils ont une taxation qui est un peu trop élevée, nous, ça nous coupe du budget. Et en fait, qui en pâtit ? C'est aussi les artistes directement qui, eux, ne touchent pas des montagnes de la SACEM parce qu'ils sont hyper bien backés par des gros labels, etc. Parce qu'en fait, c'est les labels aussi qui redistribuent aux grosses stars et tout ça. Donc, ils sont bien backés parce qu'ils ont des tonnes de trucs juridiques, tout ça, c'est bien fait. Donc, il vaut mieux leur donner l'argent en direct. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il y a... De manière générale, moi, qui fonctionne pas très bien. Moi, de manière générale, je n'aime pas les systèmes centralisés qui redistribuent. Je vise personne. Parce que je trouve que, en fait, je crois que les affaires, ça se fait aussi entre hommes à hommes. Enfin, tu vends du vin, j'ai besoin d'acheter du vin, je te serre la main, j'ai pas besoin d'avoir une tierce personne pour... si, la tierce personne, ça va être la banque pour faire la transaction. Mais j'ai pas besoin d'avoir un collecteur redistributeur. Et voilà, en France, on aime beaucoup ça. On aime beaucoup avoir un certain organisme qui va collecter tout
pour redistribuer. On sait pas où, on sait pas qui, voilà, je vise personne. Et la SACEM, parfois, c'est un peu ça. Mais d'un autre côté, ça serait un enfer, je pense, d'aller dealer des droits d'auteur en direct pour chaque musique, etc. Donc on est content quand même d'utiliser leur service. Il coûte cher. Il y a des lieux, il y a des domaines comme ça qui, de toute manière, ce sera le bordel parce que c'est un peu une usine à gaz. Ingérable, quoi. Mais peut-être que demain, l'IA, l'algorithmie, etc., va permettre de régler un certain nombre de problèmes. Et aussi pour la production musicale aussi, les coûts de production vont énormément baisser. Donc en fait, ça va. En fait, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la SACEM, elle existe dans d'autres pays et elle n'est pas aussi élevée. C'est ça. Okay. Voilà. En Angleterre, elle est moitié moins chère. En Angleterre, je crois qu'elle n'est pas donnée, mais elle est moitié moins chère. Ouais, mais j'ai regardé, moi je me suis amusé. Moi, je me suis amusé à regarder d'autres pays. En fait, en France, une fois de plus. L'Angleterre, c'est un bon exemple parce que c'est un grand pays d'artistes, de musiciens. Oui, etc. c'est vrai. Ils produisent énormément de musique. Et elle est quand même moitié moins chère. Elle reste chère, mais... Bah ouais. Et en fait, des SACEM, il y en a dans plein de pays. Et nous, on s'est amusé avec Géo à demander un comparatif ChatGPT sur les prix de SACEM. Bon, bah, voilà, la France, comme d'hab. Voilà. Tu te fais saigner. Tu te fais un peu saigner. C'est un peu le problème de la France. Okay. Si vous, c'est un podcast entrepreneuriat. Sachez que en France, c'est cher d'entreprendre. Enfin, voilà. Ça peut vite le devenir. Ça peut vite être compliqué. Bah justement, parce qu'il y a beaucoup de taxes. Ouais. En fait, il y a plusieurs domaines de problèmes. C'est des problèmes qui sont liés directement à ta propre activité. Est-ce que tu as trouvé quelque chose qui fonctionne, qui est rentable? Parce qu'une entreprise qui n'est pas rentable, elle ne peut pas survivre, elle meurt. Et ensuite, il y a aussi l'administration, le côté la fiscalité, etc., qui peut, au bout d'un moment, surtout quand tu commences à grossir, te prendre la moitié de ton temps. Et du coup, c'est du temps que tu ne mets pas dans le développement de ton entreprise. C'est-à-dire que ça te coûte en taxes, non seulement ça te coûte de l'argent de base, mais ça t'en coûte encore plus d'une manière indirecte. C'est ça, en temps. En temps, productivité. Voilà. Il y aurait moyen vraiment de simplifier pas mal de choses. Voilà. Après, nous, on avance, on joue avec les règles qu'on a. On n'a pas le choix. C'est pas nous qui avons fait les règles du jeu. Si vous voulez être élu, les mecs. Exactement. Vous avez une armée maintenant qui peut voter pour vous. Oui, c'est vrai qu'on a une armée qui prenez le banquet où vous avez le plus rempli un banquet lieu. tous les vendredis à l'école. Vous vous présentez à cette zone-là et ils vont tous voter pour vous. Non, mais tous les vendredis. On n'a pas d'ambition politique, ça j'imagine. Ça nous emmerde un peu. Vous n'avez pas le temps. Et justement, en parlant de ça, donc des différentes taxes et tout, comme votre boîte a grossi, vous avez été obligé d'employer. Ouais. Là, vous me disiez en off avant que vous étiez 7, donc vous deux plus 5. C'est ça. C'est ça. Et comment ça s'est passé, l'intégration? Donc le premier salarié, c'était Gérald. Ouais, Gérald, en fait, au début, il nous a fait quelques missions en freelance. Ouais. Et puis très vite, dès qu'on a eu... En fait, le premier qui a gagné de l'argent avec le Canon Français, c'est ni Géo ni moi, c'est Gérald. En fait, Gérald, on l'a embauché et on lui a fait un CDI direct. Voilà. Ok. Direct CDI, en fait, c'est le cousin de Géo. Okay. En fait, il a bossé 1 an en freelance. Ok. Et au bout de cette année-là, on commençait, nous, enfin, à y voir plus clair. On avait fait 1 année de banquet, on commençait vraiment à... Et puis vous étiez sûr de votre business model et tout. C'est ça. Sachant qu'on était quand même passé par le moment où on a eu vraiment, comme on te disait, on a failli tout arrêter parce qu'on avait trop de problèmes liés aux événements. Encore une fois, pas un problème de business, quoi, mais un problème vraiment lié aux événements. Ouais. Ça y est, on a réussi à passer cette étape-là. D'ailleurs, ça me fait penser, on aura des anecdotes à te passer, des trucs, on a eu quand même des sueurs froides. Des clients. Un client, par exemple, on est en train de parler, on dit au revoir au propriétaire d'un super beau château en Touraine. Tout va bien, ça s'est bien passé. Il dit bon, l'événement était un peu mouvementé, mais franchement, c'est bien et tout, super, c'est super ce que vous faites. Et là, on entend tut, tut, tut. Et là, il dit, il y a quelqu'un qui... En fait, il faisait des travaux, il y avait une espèce d'énorme grue de chantier, mais un truc costaud. Non, pas une grue, Oui, un tractopelle. Un tractopelle. Et là, il y avait en fait un client qui était un canonnier, là, qui était encore là, avoiné, quoi, enfin, qui avait bien bu, et qui était en train de faire marcher son truc et qui commençait à... En fait, c'est le fils du propriétaire, qui était lui-même avoiné, qui était un peu bourré, qui a dit, ah bah attends, tu vas aider mon père à faire ses travaux, toi qui sais conduire les engins de chantier. Et le mec était ivre-mort en train de... Il y avait les clés, les ouvriers avaient laissé la clé sur la pelleteuse. Et là, le mec commençait à manœuvrer la pelleteuse. Le mec, on a couru avec le propriétaire. Tu vois, il y a eu des moments où on était en Provence. Et il y a plus des... Alors, on était en Provence, on faisait ça dans un haras. Ouais. Et là, il y a eu des trompes d'eau et tout ça. Et on se retrouvait en fait à 2h du matin à essayer de dégager des bagnoles dans la boue qui étaient entartrées dans les parkings. Avec en même temps, tu gérais une embrouille parce qu'il y avait des
des gars un peu mafiosos qui venaient de Nice. Ah oui, qui s'était embrouillé avec le chef de la sécurité. Donc en fait, il est en train de gérer des... Enfin bref, tu vois, il y avait quand même des moments un peu chauds où tu te dis... On mettait tu vois, sur les capots des voitures, là, tu as toujours un petit carré, là. Ouais. Et tu l'enlèves et tu peux visser une vis de force. Ouais. Donc tu visses la vis de force et après tu mets une sangle et puis on les retirait au tractopelle. Le propriétaire, il avait son petit tractopelle et on sortait. Les voitures étaient vraiment enfoncées dans ça de boue. Ouais. Donc elles pouvaient vraiment pas bouger. Ça faisait... Et c'était les voitures des clients? Ouais. Si tu veux, t'avais 600 clients. Hein. T'avais 600 clients dans le parking. Il avait plus, je sais pas combien de millimètres. Et toutes les bagnoles. Il y en avait qui arrivaient à partir, mais il y en avait beaucoup qui étaient embourbés. Puis t'en avais qui poussaient leur bagnole et ça faisait. Ils étaient repeints de boue. Enfin, c'était. Mais même des moments où tu sors d'un événement, tu dis ça y est, on a tout rangé, tu es en voiture, et puis là tu vois dans les bars des mecs torse nus avec des bérets debout sur des tables, etc. Enfin, tu te dis merde, qu'est-ce qu'on a fait? On est en train de créer un truc, on a envoyé des hordes de sauvages dans les villes et tout, mais au final ça allait en vrai, mais c'est. Les BRS, ça marche vachement bien, puisque maintenant, à partir du moment où vous les avez lancés, direct les vidéos qu'on suivit, on voyait mais la moitié, si ce n'est plus, de la salle. En fait, c'est les gens, nous, on a souvent fait comme ça, c'est qu'on demande en fait à la communauté ce qu'ils voulaient. Il y a plein de gens qui nous disaient, ce serait marrant que vous fassiez des goodies, des trucs qu'on pourrait prendre. Des souvenirs. Des souvenirs, machin, des banquets. Et on a dit, qu'est-ce qui vous plairait? Et en fait, le béret est tout de suite sorti direct. C'est les gens qui voulaient un béret. C'est ça. Donc nous, on a sorti le béret, on leur a obéi. Okay. Et en effet, les gens, ça leur plaît beaucoup parce que déjà, il y a un moyen, enfin, t'as un esprit de corps, tu vois, un esprit de communauté. Quand tu arrives dans l'événement, tout le monde a un peu le béret et tout, donc c'est sympa. C'est encore une fois, il ne faut pas oublier que les gens, quand même, quand ils se retrouvent assis à table, tu te retrouves en face d'inconnus, des gars qui t'ont jamais parlé, qui n'ont pas forcément le même âge que toi, qui habitent pas forcément le même coin, etc. Donc c'est pour ça que nous on fait du service au plateau pour briser la glace, des choses comme ça. Puis l'événement après la magie opère, quoi. Mais tu vois, des petits trucs comme ça, le béret, tout ça, ça fait un esprit de communauté, les gens se rassemblent. Donc, et puis, on a remarqué que souvent, les gens aussi prenaient beaucoup de bérets quand l'événement leur a plu aussi. C'est une manière, c'est un pourboire aussi, d'une certaine manière. Clairement. Puis ça reste un souvenir, et puis c'est un produit de qualité. Hein, Puis on en voit dans la rue. Moi, j'en ai déjà vu des mecs dans la rue. À Paris ? Je sais plus si c'était à Paris, mais j'ai le souvenir d'en avoir croisé, pas beaucoup, parce qu'ils le mettent surtout, je pense, pendant l'événement ou pendant ce genre d'événement. On en voit parfois. Moi, j'en ai déjà croisé des gars avec des bérets canons français. Et ils t'ont reconnu ? Ouais. C'est cool. Ouais, moi aussi. Mais même une fois, il y avait un truc sur TF1, sur les bénédictions des tracteurs, quelque chose comme ça et tout, et j'en ai vu plein là, des bérets. Donc ça fait toujours plaisir, ça c'est certain. C'est vrai qu'en fait on en a vendu pas mal des bérets parce que, on en vend beaucoup, parce que on les vend dans les événements et sur le site web aussi. Donc en fait les gens les commandent en ligne ou alors les achètent lors des événements, et comme on brasse beaucoup de monde, forcément, il y en a beaucoup qui partent. Et on en parlait aussi un petit peu, donc la formule au début c'était beaucoup cochon à la broche et tout. Ça a évolué, on vous a vu... Alors on a fait plein de choses. On vous a vu faire plein de niveaux. Souvent, on voit dans les commentaires... Une vidéo hilarante de Gérald dont je vous parlais. En fait, on voit dans les commentaires souvent que les gens disent « Ah, vous servez que du cochon et tout, c'est dommage, etc. » Alors que c'est pas du tout vrai, parce qu'on a fait énormément de choses. Alors en fait, avec Pierre-Alex, en fait, on aime bien les trucs un peu débiles. Pour donner une idée, notre premier gros banquet, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'amènerait pas des dromadaires? Bon, pas pour les manger. Mais on aurait été chaud, tu vois, si c'était possible. On est venu, on a trimballé des dromadaires. En soi, ça n'avait aucun sens de faire ça. Mais voilà, on aime bien délirer. En fait, ça reste un truc de potes. Nous, les canonniers, quand on y va et tout ça, c'est comme une grande famille en vrai. T'as un côté, on les adore, on se marre bien, on rencontre des gens de partout et bref. Et du coup, on a en effet fait d'autres viandes. On a fait du taureau. On a fait de la volaille, on a fait des carbonades, tu vois, des spécialités comme ça régionales, du magret de canard. Et en plus exotique, on a fait des autruches, en effet, à Angers. En fait, c'est un éleveur, alors en français, c'est un éleveur dans le Morbihan, qui est depuis très longtemps. Et pareil, c'était une idée, tiens, on se dit, monotonie, vas-y, on a envie d'un truc qui sort du lot. Et je crois que c'est Gérald qui a proposé cette idée d'autruche. Ouais, c'est Gérald qui a eu l'idée. Il a dit, les gars, est-ce qu'on ferait pas des autruches à la broche? On a fait, oui. Écoute, on n'a jamais testé, mais vas-y. Hein. Et en fait, il se trouve que l'autruche, c'est une viande rouge. C'est pas une viande blanche, comme tout le monde pourrait croire. Et c'est assez, c'est bon. C'est un mets assez fin, je crois. C'est un mets assez fin parce que nous, l'éleveur, lui, 80% de sa clientèle, c'est les restaurants étoilés. Ok. Donc c'est un truc, surtout à Noël, etc. Alors je sais pas. Assez festif. Ouais, c'est un produit de fête. À la broche, c'est bon, mais à mon avis, c'est pas la meilleure manière. Parce qu'on a fait des vaches entières aussi à la broche, des bœufs à la broche, et honnêtement, c'est ultra marrant parce que
c'est pas tous les jours que tu vois tourner une vache entière Ouais, la broche qui est cuit sur une énorme. broche. Ah ouais, La broche est le monumentale. truc est comme Ouais. ça pour le mettre dans la vache, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, et on était 6 pour la c'est porter. 12 heures de cuisson. Ou comme... Oh la Ouais, tu l'as cuit pendant toute la nuit avant l'événement. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est un peu gaspillé. Enfin, c'est pas gaspillé parce que tout Il y a est une autre consommé, manière de la mais, cuisiner, quoi. mais c'est pas une manière optimisée de cuisiner, Ouais. je trouve. En fait, tout le monde déjà pas. Le bœuf, il y a quand même, il y a beaucoup de morceaux différents. Donc déjà, tout le monde n'a pas exactement les mêmes morceaux. Donc Ouais, il y a bien des sûr. maisons plus ou moins tendres. En fait, ça ressemble un peu au rôti. Ouais. Ouais, et en fait, voilà, la viande, la viande de bœuf, elle se valorise avec les découpes, finalement. C'est là où le travail du boucher est essentiel. sûr. Parce que le boucher, il va faire la découpe. Et en fait, sans boucher, en fait, on mangerait mal la viande de bœuf. Ouais. C'est lui qui va sublimer le morceau parce qu'il sait où couper. Et chaque morceau se cuit et se cuisine différemment. Ouais. Donc en fait, la viande de bœuf, c'est un peu dommage, à notre avis, de la cuire à la broche, même si c'est ultra marrant de le faire dans un banquet. On l'a fait, on le refera peut-être un jour. Mais je trouve que c'est pas optimisé. Là où les cochons de lait ou les agneaux, Ouais, c'est tous ces parfait, trucs-là, c'est parfait. Parce Ouais. qu'en fait, là, t'as une cuisson homogène, c'est C'est ultra délicieux. fondant, c'est délicieux. délicieux. C'est En vrai, le vraiment- cochon à la broche, c'est tout bête. c'est le mais best. délicieux. Et les gens, souvent, quand on teste des trucs et tout ça, ils disent bon, c'est sympa, les gars, mais Mais remettez-nous les cochons, cochons, ouais. quoi. Donc maintenant, Ouais. on retravaille beaucoup. On aime bien retravailler aussi les entrées, les fromages, Ouais. les desserts, tout ça aussi, parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc, on a commencé à développer, parce qu'avant, c'était surtout la charcuterie, mais on a aussi fait des huîtres, des Ouais. ravioles. On a fait des ravioles de Royan dans Nombre le d'huîtres à Dauphiné. ouvrir. Ouais, c'est le boulot, là. Ouais. Les ravioles, c'était costaud, ouais. Les ravioles, c'était costaud parce que ça colle, etc. Ouais. Ça paraît simple quand on fait pour 3 personnes chez toi. Mhm. Mais pour en faire pour 3000 personnes ou 2000 personnes, c'est Ouais. plus du tout le même délire. Là, c'était 1000, 1500. J'ai vu pas mal 1500, maintenant, il y a 1500, pas mal de 3000, 2005. d'éleveurs de bisons américains. Ouais. Mais il paraît que la viande est pas forcément ouf. Ah bon? Ouais. Ah, moi, on m'a dit l'inverse. Ah On ouais m'a dit que c'était bon, la viande de Bon, bison. bah, Bah, Je savais let's pas. go. Hein. J'avais faut lui Défi. foutre une broche dans le cul et faire tourner. Bon, bah, prochain Pour voir banquet, on ce que fait du ça bison. Ouais. Non, Gros bisons américains. ce qu'on a fait, c'est des basse-côtes au Brasero. Ça, c'est pas mal. Ah ouais. Ça, c'est très bien. C'est très simple. Ouais. Parce qu'en fait, même pour le traiteur, il peut envoyer chaud et vite. Et- Ah oui, parce que nous, on veut envoyer chaud. Bah oui, En forcément. fait, c'est pour ça qu'on fait pas de la cuisine Et en même temps, en élaborée. plus. Voilà, parce qu'en fait, si le mec, le premier il bouffe à 14h et l'autre à 18h, Ouais, c'est pas possible. c'est pas le but du banquet. Donc c'est pour ça que nous on reste avec des formules simples, mais en même temps on veut que les gens mangent chaud et en même temps on veut que ça soit bon. Mm. Donc en fait, ça limite quand même, même si on a une des cuisines les plus riches au monde, ça limite quand même pas mal de recettes. Ouais. Et là, les basse-côtes ça marchait bien parce qu'en fait, t'as X Brasero, je sais plus combien il en avait. 4-5, quoi. 4-5, ouais, des 5-6, gros, tu vois. 4-5. Tchic, 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 tchic. Le temps qu'il fasse le tour, il retourne, et puis en fait, tac, c'est envoyé, c'est envoyé. Et en fait, ceux qui veulent un peu plus cuit, ils renvoient et ils recuit, tu vois. Ok. Donc en gros, il envoyait tout saignant ou bleu saignant, entre bleu et saignant. Et puis ceux qui voulaient à point, bah, ils pouvaient renvoyer. Ok. Typiquement, les femmes enceintes, etc., Ouais, bien sûr. elles vont manger parfois, ou il y a même des gens qui préfèrent les bien cuits, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est jouable, ça on peut faire. Ok. Voilà, mais Ouais, Après, ça le- évolue constamment. ouais, ça. voilà, ou des Après, daubes, le- ou des le- plats même en le sauce, service. ça on sait faire aussi. C'est pour ça que maintenant on aime bien travailler avec les traiteurs qui sont devenus des copains Ouais. pour Ouais. la plupart. Enfin, ouais, même les équipes, les serveurs, on les connaît, etc. Et maintenant, même eux, ils ont développé plein de compétences en interne pour les banquets du Canon français. Ouais, pour faire De la manière, masse, nous, quoi. il y en a un dans les Vosges qui s'appelle Au Cochon de lait et qui fait à peu près les événements qu'on va faire dans l'Est. Mhm. Et eux, ils envoient en Champagne, par exemple, ils avaient envoyé 1500 couverts en 14 minutes, tu vois, Oh la chaud. vache. Tu vois. Alors c'est des plateaux, hein, c'est pas à Ouais. l'assiette, mais quand même. Quand même, faut le faire. Et, Parce que faut marcher dans les allées. Hein. Déjà, ouais, oui. c'est Il immense. faut passer, hein, c'est immense. Et en fait, eux, ils se sont fait des serre-têtes flèches pour que le chef de rang soit vu. Et il etc. voit bien où Ouais. sont les Voilà, gens. voilà, etc. Chacun est à jeune. son poste. C'est Chacun Et c'est- sait quelle table c'est il une machine, sert. quoi. Ouais. C'est une vraie logistique militaire. Ouais, Ouais. bah ouais, bah, Et, la en fait, restauration, c'est il faut de qu'en cuisine, l'organisation. il faut qu'en cuisine ça suive. Mm. Parce qu'en fait, les mecs qui peuvent envoyer le plus vite du monde, si en cuisine ils dressent pas assez vite Ah les bah, plats, évidemment. ça marche pas. Alors ça, c'est le même principe, même dans un petit restaurant. Ah, et la restauration, c'est avant tout de l'organisation et de la C'est ça. bonne communication entre cuisine-salle pour avoir une coordination parfaite. Ouais. Exactement. Et vous avez aussi fait un banquet auquel j'ai participé. Vous en avez fait deux même à Rungis. Ah oui, Rungis. Ah. Cette anecdote, elle est pas mal aussi parce que c'est un banquet qui était. Bah, je sais déjà, plus, c'est à Déjà, c'est dans un 5 frigo. heures du matin, c'est dans le pavillon des viandes, donc Ouais. c'est dans un frigo géant, avec toutes les carcasses, Déjà. etc. C'était pour le Beaujolais nouveau. Alors, il y a une petite nuance, c'est que c'est pas un banquet qu'on a organisé nous. Oui,
En fait, c'est le pavillon des viandes qui organise ce banquet et qui fait appel à nous pour qu'on ramène du monde. Ouais. Parce qu'en fait, on est très fort pour ramener des gars qui veulent bouffer de la viande et boire du vin rouge à 4h du matin. À 4h du matin. Il n'y a pas beaucoup de gens. Voilà, ils savent On est un peu spécialisé ils savent là-dedans. que dans notre C'est un métier de niche. Hein. Voilà, c'est ça. Donc ils savent que dans notre communauté, en tout Sur cas, il y a mon CV. des bons gars. Je peux te ramener 250 personnes en 4 heures. Voilà, ils vont manger de la viande, du rouge, boire du rouge. Et Mais c'était donc, super. mais génial comme. Je suis allé au boulot à 9h ivre-mort, mais... Ouais. Alors, mais nous, à chaque fois, on perd quelques points de vie à cet événement. Parce qu'en fait, souvent, la veille, On dort pas, on fait quoi. quelque chose, donc on se couche pas. Ouais. Voilà, Oui, mais et puis c'est vous super moment. continuez après. T'as deux écoles, t'as ceux qui se couchent tôt, qui essaient de se lever très tôt, Ouais. et puis t'as ceux qui se Non, couchent pas. jamais. Mais je trouve que c'est plus difficile de boire, si t'as fait une bonne nuit, boire du rouge à 5h du matin, c'est plus Ouais. difficile que si t'as fait une nuit blanche. Parce que si t'as fait une nuit blanche, tu t'es pas couché, t'es toujours sur le même. Tu trouves Ouais. Ah bah moi, se réveiller le matin et me mettre un coup d'alcool. Moi, je trouve ça va. Bon, à la Toi, chasse, tu bois le parfois, un matin, coup de toi. blanc, mais... Ah, je bois... Bah, moi, par exemple, je déguste des spiritueux, et je trouve que c'est toujours mieux de déguster le matin. Oui, mais matin, Ouais, mais fin de 11h, matin. 11h30. Ouais, enfin t'as matin, Pas matin. au pied du. Enfin, tu vois, genre, t'as Bah, encore tu te le lèves, goût du dentifrice dans la bouche. Ouais, mais pour aller à Rungis, j'avais conduit, je sais pas, 45 minutes. Tu Oui, vois, ah, j'avais bu oui. un café. Oui, c'est. Puis, de toute Bon, façon, t'as- Ouais, t'as Arrive. bu ton café Et en avant. plus, t'arrives, C'était dans je les vous délires. vois vous deux avec un smile comme ça. Hop, on te tend un gobelet. Bon, bah, t'es vite dans l'ambiance. Après, j'ai dit que c'était plus difficile. J'avais dit que c'était Après, impossible. hein. ça se fait. Ça se Ça se fait. fait, La largement. preuve, tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Cette année, on d'ailleurs, était 600, donc... Ouais, et on a été. 600. 600 Ouais, dans la les Halles de vache. Rungis, ouais. Mais t'étais venu aussi au deuxième, non qu'au premier. Non, j'étais venu au premier, deuxième, j'étais pas là. Parce qu'on a bien amélioré. Il y avait plus d'animation, on avait mieux sonorisé, tout ça. Ok. C'était encore. Mais je sais pas si on le refera... Non, bah en fait, C'est ça pas. dépend pas de nous, ça Ouais, dépend ça du dépend pavillon. si vous C'est demandez. ça. Ça dépend du pavillon des viandes, C'est ça, s'ils ok. ont envie de Pour le moment, retravailler avec c'est nous pas ou au pas. programme, mais Ok. on verra. Ok. Et nous, avec Pierre-Alexandre, on était ravis parce qu'on a été intronisé confrérie de la tête de veau. Ouais, on est membre de la confrérie de la tête de veau tous les deux. Voilà, Magnifique. c'est Vous- quelque chose c'est- vraiment. Et du coup, il y a un avantage ou... Bon, on mange des têtes de veau, quoi. Voilà. On adore ça. Non, il y a juste un rendez-vous par an, je crois, où tu vas aller Ah manger la tête de veau. Là, je vais rentrer dans une confrérie, moi aussi, là. Ah ouais La semaine prochaine. Laquelle? Je suis le mousquetaire d'Armagnac. Ah, pas mal. Intronisé et tout, avec une vraie écharpe. Délicieux. Ah Il y a ouais. plein de confréries comme ça. Ouais, il y en a hein. En France, il y en a des boudins, des tonnes, fromages. des tonnes. Des tonnes. Mais il y avait même la confrérie des volailles de Bresse, à votre premier banquet Oui. de Rungis. Ouais, à Ah Rungis, oui, exact. t'as raison. Ça, je l'avais Ouais. filmé dans la vidéo. Exact. Et Exact. du coup, un autre sujet aussi qu'on a déjà évoqué et qui commence à arriver sur vous, forcément, maintenant les mairies, les zones s'intéressent à vous. Vous rameutez du monde, vous suscitez de l'intérêt, du coup, il y a des médias qui sont intéressés de plus en plus à vous. Est-ce que Ouais. ça s'est toujours bien passé Bah, ou- en fait, Tu le sais très bien, Johan. C'est une arrête. question rhétorique. on a une histoire compliquée. C'est Vous avez un c'est je l'amour t'aime moi vache non avec, plus C'est l'amour vache avec les journalistes. Parce qu'en fait, on a toujours eu de la presse Ouais. depuis le début, avec des articles très sympathiques, très bien, et d'autres articles de gens qui ne nous aimaient pas, mais par principe. C'est-à-dire qu'en fait, ils venaient sur nos événements. Enfin, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Notamment, on peut les citer, hein, parce qu'en final, ils n'ont pas besoin de pub, mais Charlie Hebdo, qui est venu faire un reportage Ouais. sur un de nos événements. Ils se sont même pas présentés pour dire bonjour, on fait un reportage, etc. Voilà, ils sont venus Ils sont, vraiment non mais j'en en- profite, non mais c'est vraiment, en mais cachette, quoi. c'est lamentable, je veux dire, Ils sont venus en sous-marin. ils Et sont en fait, venus en tu sous-marin, vois comme quand si, tu- machin, enfin, comme si c'était un truc un peu clandestin, etc. Connard, on est en énorme sur Instagram, Facebook, tous les Oui, réseaux tu te caches sociaux, pas. enfin, je veux dire, Bah, c'est surtout pas un qu'on truc était aux mines clandestin, de Toulouse, donc on est était au aux marché mines- d'intérêt national de Toulouse. voilà. Il y avait l'adjoint au maire de la ville de Toulouse, il y avait plein d'officiels, etc. Il y avait la direction de Rungis qui était là Il aussi. y avait 2500 personnes, enfin bon, bref. Et ils sont pas venus, et en fait, on sent quand on lit l'article, et ça a été le cas du coup pour d'autres, c'est pour ça que je mets celui-là en exemple, parce que c'est celui peut-être qui parlera le plus à ceux qui nous écoutent, parce que c'est connu. Mais c'était toujours, en fait, on sent que la personne, elle voulait déjà écrire quelque chose à charge, Ouais. de base, par principe, en fait. Ouais. Et qu'en fait, une fois sur place, finalement, elle a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Quoi, Elle a Parce qu'on- kiffé. Bah non, elle a pas kiffé. Elle a pas kiffé. parce que Mais- c'est- Non, elle l'avouera jamais. Ouais. Mais en vrai. Mais non, mais surtout, elle s'attendait à voir des choses, parce qu'elle a un imaginaire, je sais pas pourquoi, elle Oui, s'imagine des elle choses. s'est fantasmée. hein. Enfin, ou il ou elle, voilà, mais enfin, Je crois cette que c'était personne. une journaliste. Je crois que c'était Ouais. une journaliste. Bon, voilà, mais. Et en fait, finalement, ils cherchent des petits trucs, des choses, comme ça, mais en fait, on voit qu'ils ont rien à se mettre sous la dent, parce qu'en fait, il n'y a rien à dire. Si Ou ce alors n'est ils vont écrire sur le débile du banquet. Ouais, voilà. où ils Ouais. vont trouver le Pokémon du coin. Qui a bu 8 verres. J'en sais rien, mais même, tu vois, là par exemple, le seul truc qu'ils disaient, c'était on a vu un drapeau avec la croix de Lorraine. Je veux dire, bah, ça va, il y a pire quand même.
Bah, c'est le général de Gaulle. En fait, nous, en gros, nous, on a anticipé avec Géraud, on avait écrit une charte depuis quasiment le début du canon, dans lequel on avait fixé les règlements. Ah oui, c'est aussi comme ça qu'on a aussi cadré aussi nos événements. Et en fait, on a interdit les débordements d'alcool, de violence, enfin, en fait, des règles qui paraissent normales, mais on les a rappelées. Et on a mis un petit paragraphe aussi pour tout ce qui est politique, dans lequel on a dit aux gens, en fait, venez pas utiliser notre événement pour faire des happenings ou pour faire passer vos idées, etc. Nous, on n'a pas envie d'être récupérés, en fait, ça nous intéresse pas. Nous, on veut rassembler les gens. Et en fait, les gens respectent globalement la règle. Et le drapeau, moi, je l'ai vu, le drapeau. Le mec avec son drapeau. J'ai dit, c'est pas politisé. Tu vois, c'est rattaché à aucun parti, c'est la croix de Lorraine du général de Gaulle, le machin. Le mec, il a envie de venir avec un drapeau français, avec une croix de Lorraine. Si c'était un drapeau il a le droit, parti, tu vois. D'un parti, des choses comme ça a toujours été prohibé. Par exemple, là, ce week-end, on avait un gars qui avait un drapeau de la CGT, etc. Et tout. On a dit, bah, c'est un truc syndical et tout. Non, et donc il l'enlève, gentiment il l'a enlevé, et puis voilà. Et à l'inverse, on a eu. Voilà. Mais ça, honnêtement, les gens, ils lisent la charte, et en vrai, de toute façon, les gens, ils viennent pour faire la fête, pour s'amuser. Oui, etc. c'est pas le contexte, disons. Etc. Mais t'en auras toujours un ou deux qui vont peut-être dans le tas, qui vont peut-être passer entre les mailles du filet, qui vont avoir un truc machin militant et tout, mais. Voilà, nous en fait on s'en fout, on va pas faire la police tout l'événement, on a fixé les règles, si demain ça prend trop de place, ce genre de truc, évidemment on agira. Enfin, voilà, on n'est pas du tout là pour développer un mauvais mood, même pour nous c'est contre-productif, parce que si on a trop de revendications et tout ça, ça va niquer l'ambiance de l'événement. Ouais. Non, puis il faut pas oublier quand même qu'à la base c'est vraiment de créer un moment rassembleur, populaire. Alors voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui, comme ça se base aussi sur des valeurs telles que le terroir, voilà, l'amour des régions, des choses comme ça. Bah, voilà, il y en a qui leur plaisent pas. C'est un peu, nous, ce qu'on avait souvent, c'est un peu les mêmes critiques qu'il y avait pour la Coupe du Monde de rugby ou des choses comme ça, avec l'ouverture avec Jean Dujardin, etc. Ouais. Mais en fait, ils nous aiment pas par principe, mais finalement, ils n'ont pas grand-chose à reprocher aux événements. Ouais. Et c'est pour ça qu'on sent, moi, ce que m'amuse beaucoup quand même, c'est qu'on sent une espèce de déception. En fait, ils s'attendaient à voir une armée de skinheads ou j'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils s'attendaient à voir, mais ça transpire parce que après vous êtes passé donc au journal de France 2, au JT dans l'œil du 20h. Ça c'est notre histoire. Donc vous m'avez dit qu'ils vous avaient interviewé plusieurs fois et ça se sentait dans leur reportage. Et en fait, ils ont rien dit. En fait, France 2 raconte Géraud. Voilà, allez-y. C'est très amusant parce que France 2, en France 2, c'est embrayé sur le fait qu'il y avait. France 2, c'est une histoire en 3 actes avec une conclusion dramatique. Ouais. Alors, moi, j'ai raconté le premier acte. Après, je passerai à l'acte 2. À l'acte 2. Et ensuite, l'acte 3 où c'est notre réponse. On s'est bien amusé. Ouais. Bon, déjà, il ne faut pas oublier que c'est le service public quand même. Ouais. Donc, c'est nos impôts, les amis. Qui payons ça. Il Voilà. ne faut pas oublier quand même que quand il y a le service public qui vient taper sur une entreprise, franchement, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Qui est immoral. Moi, je dis c'est immoral. Voilà, une entreprise qui est respectueuse, évidemment. En fait, ils ne sont pas là pour faire la police de la pensée, ils sont là pour faire de l'actualité. Ou du divertissement. Ou la météo. Voilà. Bref. Voilà. Mais bon, c'est un autre sujet, et puis ça, là, on va rentrer dans des considérations politiques. Mais donc voilà, France 2, très gentil. Donc c'est le JT de 13h qui nous appelle avec une journaliste qui a une chronique qui est plutôt, qui est même une chronique principalement positive. C'est-à-dire, ça s'appelle Une idée pour la France. Donc c'est une chronique qu'il y a souvent après le 13h, etc. Comme souvent il y a des petits reportages après, etc. Donc une journaliste fortement sympathique qui s'appelle Valérie Hurtel, qui nous appelle et qui nous dit voilà, moi j'aimerais bien faire un reportage sur le canon, c'est génial et tout ce que vous faites et tout, c'est top. Et tout. Et d'ailleurs, je viens de penser, mais en soi, il y avait un pré-acte en soi. Oui, parce qu'ils avaient déjà parlé de nous. Non, il y avait, il y avait ça, mais même pré-acte, parce qu'il y avait aussi l'histoire de Angers avec la viande, mais bon, bref, on en reviendra après. Mais donc, ils nous appellent, on fait ce reportage, et donc, ils viennent sur notre banquet dans les Landes. Nous, on est ravis de les accueillir. Et il faut un reportage, en vrai, tu vois que c'est pas du tout un reportage à recharge, et que c'est vraiment pour cette chronique, tu le vois très bien, parce qu'ils sont carrément... Votre boîte, ils posent pas de questions bizarres, ils suivent les clients, ils disent vous venez d'où, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui. C'est un vrai reportage. Ils vont voir le gars qui fait les huîtres dans son élevage d'huîtres, ils cherchent à rencontrer le boulanger pour faire un reportage de Jean-Pierre Pernaut, classique, tu vois, en gros. Ok, je vois. Donc très bien, super, voilà, le reportage se fait, merci, au revoir. Donc ensuite il doit sortir, puis il est annoncé en plateau. Donc on a la vidéo où il est annoncé, après une de ses chroniques, Une idée pour la France, la journaliste annonce, voilà, le jeudi prochain nous allons vous parler du canon français, etc. On voit déjà quelques extraits du reportage. Moi je parle avec le journaliste, le réalisateur
par texto, il me dit voilà, tout est monté, c'est génial. Il me demande même le nom de notre stagiaire pour le mettre un bandeau. Enfin voilà, tout va bien. Le truc est monté, donc c'est-à-dire que réenvoyé, produit payé parce qu'ils ont envoyé une équipe. Payé. Voilà, Payé. payé. Nos impôts ont payé ce Donc, reportage. Et là, plus de Ok, nouvelles. il est prêt. Là, le Plus de jeudi nouvelles. suivant, il sort pas. Il Et sort pas. entre-temps, avec Jérôme, on reçoit un appel. Ok. Voilà. On Acte reçoit un 2. appel. Acte 2. Acte 2 d'une autre équipe de France 2 qui travaille cette fois-ci pour le 20h. Donc, plus Ça de s'appelle 13 l'œil du 20h, donc c'est plus le 13h, c'est le 20h. Mhm. Et je dis main gauche, main droite, tu vois, moi j'ai déjà travaillé dans une grande entreprise avant, donc je sais que parfois les mecs se parlent pas très bien entre les services, donc je me dis tiens, c'est marrant. Et là, l'angle est tout à fait différent. En gros, il nous appelle pour parler de notre actionnaire, on en reparlera peut-être après. Parce que oui, on a changé d'actionnariat, mais ça on en reparlera après. Etc. Il commence à poser des questions, etc. Je dis, enfin, pourquoi vous posez ce genre de questions? Oui, parce qu'on est allé fouiller dans les papiers INPI, on a vu que le bénéficiaire effectif avait changé, etc. Je dis, ouais, d'accord, et alors? Enfin, voilà. Qui parle pas du tout de la boîte. Rien à Canal foutre de ce qu'on votre fait, activité, de notre activité, etc. Et du coup, bah, nous, avec Géraud, on dit, bah Par oui. contre, il nous pose beaucoup de questions sur d'autres gens qui sont sur Instagram, influenceurs, Voilà. dont toi. Oui, bah ils m'ont contacté. Oui, tu les as eu. Ah bah oui, tu les as eu aussi, ouais. 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 C'est Bah Comment moi je il leur ai dit que je s'appelle voulais déjà pas leur parler, mais. Il s'appelle peu- Hugo Puffner. Hugo Voilà. Puffner, il Bah s'appelle. Et il est venu au Je me souviens festival. même plus, On a mais- une vidéo d'Hugo pour la passer peut-être. Ouais. On a une vidéo d'Hugo au festival, il s'est bien marré. On a bu un coup avec lui, finalement, et Ouais. finalement il était content d'être là. Ouais, Mais bon, il nous prenait en photo parce que beaucoup de gens venaient. Ok. Ouais, C'est donc, lui qui prenait les photos de vous avec vos clients. ouais, parce qu'en fait on discutait, on était interrompus. Il a pas le 5 temps minutes de pour taffer faire- son reportage. Quoi. Si, parce qu'il a fait son reportage, mais en fait il nous en a fait, il a demandé. filmé, il nous a menti, il nous a dit qu'il filmerait pas, il a filmé. Ouais, il a Ok. filmé en Pour ça, caméra on a cachée. trouvé qu'il était pas très honnête. Bon, il a flouté et tout ça, mais voilà. Mm. En fait, nous, ça nous emmerdait parce qu'on fuit Faut les dire qu'il a- reportages, il on a- fuit les bourbiers, ouais. nous on fuit tout ce qui est reportage politique et tout ça, parce que ça nous emmerde. Mais il a filmé, donc pas pendant un de vos banquets cette fois, mais pendant Pendant le votre... festival. Pendant le Festival. festival, oui, parce qu'on a maintenant un festival. Vous avez organisé votre tout premier festival Ouais. qui a rassemblé 8000 personnes. 8000 personnes. Enfin, entre J'étais 7 à et 7000. 8000. Voilà. Ouais. Et donc, pendant ce grand événement, qui, moi je le sais pour vous avoir parlé avant, vous a causé beaucoup de stress, de tension. Énormément de travail. Rassembler c'est un vraiment, événement de 6 à 7000 personnes, 7 à 8000 personnes, c'est énorme. Puis surtout que c'est très différent des banquets où là on avait vraiment une structure qui nous coûtait extrêmement cher parce qu'on a voulu vraiment mettre le paquet parce que c'est un événement qui nous tient vraiment à cœur. Vraiment, on voulait créer un événement comme on fait le tour de la France tout le temps, toute l'année. On voulait créer un espèce d'événement fédérateur où toutes les régions viennent se rassembler. C'est pour ça qu'on a mis un système de chapiteaux régionaux. Chaque chapiteau représente une région. Qu'on a fait monter une tour Eiffel. On a vraiment mis le paquet avec du feu d'artifice et tout le tralala. Donc forcément, on avait des charges extrêmement élevées. Et donc, au-delà même des charges financières et tout, beaucoup de stress. De stress, de technique. Et donc votre ami Hugo vient. Voilà. Vient, en fait, il voulait absolument vous faire une interroger à interview. ce moment-là. Il voulait absolument faire une interview avec nous. Voilà. Et en fait, nous, on nous disait, ben non. En fait, ça nous saoule parce que déjà le premier reportage il n'est pas sorti. Alors on lui a pas dit ça parce que on savait que c'était pas la même équipe, mais bon voilà. Ensuite, donc on a déjà accepté tourner pour France 2, etc. Tout ça pour rien sortir. Et là en plus, on voyait le truc à 2000, que ça allait être à charge, que c'était pour des intérêts politiques et tout ça, et ça nous a fait chier. Et d'ailleurs, Donc, ça a été bien le cas parce que dans le reportage, alors c'est pas non plus voilà, une raclée, tu vois, enfin, il nous met pas non plus ultra cher, mais c'est quand même la voie ténébreuse. Non, vous étiez un marchepied pour attaquer votre nouvel actionnaire, c'est tout. C'est ça, C'est ça. exactement. Donc il s'en foutait totalement de vous. C'est ça. Et puis D'ailleurs, même, dans il ce nous Mais a... non, il nous tacle, oui, ils s'en foutaient de nous, mais ils s'en profitent quand même pour mettre des petits taquets, parce qu'en gros, Oui, dans mais l'événement, c'était Ouais, des balles déjà, perdues. déjà, il vient interviewer nos clients à la sortie. On lui a demandé. toujours plus. Enfin, Ouais, oui, vos clients, enfin, il va emmerder nos clients. Enfin, bon, bref. Et après, ils trouvent un gars sur les 1000 personnes qui avait un drapeau royaliste comme ça autour du cou. Et ils le mettent évidemment en énorme. Alors que je lui avais dit, royaliste. non, les reportages comme ça, on connaît, vous allez chercher le Pokémon de tout le truc, il y avait 8000 personnes, vous allez le trouver parce qu'il y en a forcément un, et vous allez filmer lui. Il m'a dit, ah non, mais nous, on n'est pas des journalistes de province, nous on mange pas de ce pain-là, Voilà, exactement. ça c'est de la En plus, connerie. bien méprisant. Hyper méprisant Ah le oui. mec. Mais nous, on n'est pas- Alors que non mais attends, on n'est alors pas que le du mec, journal alors que le mec, régional, alors que le quoi. mec m'a Attention, dit, c'est France 2. alors que le mec est fils de vigneron, il vient du Jura, c'est un mec de province aussi. Hein. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Est-ce que c'est pas une manière de se fondre dans le moule pour que tu l'acceptes plus Je facilement pense par que non, moi, en je vrai, pense il avait la que- tête ouais. pour. Je Tu pense vois que c'est un que- gars. En fait, à mon avis, c'est pas un mauvais gars. Hein. Là, Ouais. on le tacle un peu parce que. On le tacle parce que il nous voilà, a eu c'est un une bonne petit peu guerre. retrait, Il mérite d'être taclé. Il mérite Voilà. d'être taclé parce que voilà. Mais je pense pas que ce soit en vrai.
voilà, lui il fait son sujet, c'est toujours plus croustillant de faire un sujet dramatique ou autre, etc. Mais en soi, il n'a pas une dent contre nous. Et non, à mon avis, c'est vrai sur ce qu'il disait sur. Parce que. Et en gros, mais quand il m'a répondu, non, mais nous, on est un peu au-dessus de ça. Évidemment qu'on s'en branle du Pokémon qui va avoir le t-shirt machin et tout ça. Et en fait, non. Parce que comme il avait tellement rien, il a quand même mis ça. Donc en fait, il est retombé. Donc après avoir été ultra méprisant pour tous ses collègues journalistes de province qui font les journaux locaux, etc., qui pourraient travailler comme ça parfois, il fait la même chose en fait. Donc finalement, voilà. Donc voilà, France 2, à jamais dans nos cœurs. Et la clause 3, c'est quoi? C'est la publication du coup? Donc la clause 3, c'est quand on a répondu, en fait, on a pris les extraits, notamment l'annonce du reportage que j'avais sorti. On a pris que les extraits un peu cool. On s'est inscrit d'ailleurs, il faut rendre à César ce qui est à César, de Ripaille de Grognard qui a fait la même chose, parce qu'il apparaît plus ou moins dans le reportage. Il apparaît flouté, Henri apparaît flouté, et on va big up Mathis de Retour aux Sources, qui lui est le seul de nous tous à ne pas avoir été contacté. Et c'est le petit blond là qui apparaît les 2 secondes au début, il s'est pris avec la voix dramatique, il se prend un extrait dans sa gueule, et alors que lui c'est le seul à pas avoir été contacté. Du coup, je lui dis, ils l'ont pas contacté. je lui dis super ton passage sur France 2. Il me dit je suis à un dîner de famille, qu'est-ce que tu me racontes, arrête de me faire chier. Je dis va voir. Oh putain, le pauvre. Non mais c'est là où nous, après en vrai, nous on est très vite passé à autre chose. Bien sûr. On fait notre vie, on avance, mais c'est vrai que voilà, il y a un côté un peu, encore une fois, service public qui vient taper sur l'entreprise parce que in fine, nous, on fait quand même travailler, mine de rien, on embauche, on fait travailler des tonnes d'artisans, on a une fait activité, bosser du monde. Il y a une activité qui Puis vous fonctionne, créez de l'impôt, on crée de l'impôt, on crée du mouvement, bref, il y a plein de choses. Enfin, je veux dire, pourquoi venir taper sur nous? Et on fait pas de politique surtout. On ferait dans nos événements, on ferait des meetings en invitant tel député ou en faisant telle ou telle chose. Là, ce serait limite déjà. Enfin, il pourrait. Enfin, il y aurait. C'est-à-dire qu'en fait, on a je sais pas combien d'abonnés en cumulé sur tous nos réseaux sociaux. On brasse énormément de monde dans nos événements tous les mois. On a des idées politiques comme tout le monde, mais on les garde pour nous. On les dit jamais. Jamais, avec Géraud, on n'a jamais donné nos idées à qui que ce soit. Et on va nous faire un procès d'intention sur ce qu'on pourrait avoir comme idée. Je veux dire, nous avec Géraud, quand on était étudiants, on allait beaucoup dans les festivals faire des bringues et tout ça. Dans tous les trucs, t'as des trucs de politique partout. Tu vas au Wheel of Green, tu vas dans tous les festivals autour de Paris, mais même en province, etc. T'as carrément des tribunes politiques, t'as des associations, t'as des machins, etc. Donc voilà, qu'ils en fassent, ils ont le droit de le faire, ils le font, tu vois. Mais ils très bien. Ils n'ont pas d'article, ils sont pas emmerdés, etc. Nous, c'est sûr. Pourquoi ils n'ont pas d'article? Peut-être parce que les tribunes sont toujours les mêmes. Hein. Je sais pas. Alors, je sais pas pour. Tiens, mais il y a peut-être un point commun entre toutes les tribunes. Tiens, des pourquoi festivals, ils n'ont pas d'article? Fait que le journaliste de en fait, moi, ce que j'ai trouvé dommage, et en plus, ce que j'ai dit au journaliste qui a fait l'autre truc, c'est que lui, il était hyper déçu que son reportage sorte pas, le réalisateur. Celui du 13h. Ouais. Celui du 13h. Et en fait, en effet, c'était dommage parce qu'ils avaient un super sujet. Mais en fait, c'est ça qu'ils auraient dû faire parce qu'in fine, il y avait le maire, il y avait le machin, il y avait les acteurs, le boulanger. Enfin, c'est génial, c'est top, c'est bonne humeur, quoi. Ça fait du bien, quoi. Surtout. Mais ça servait moins. Et que des mauvaises nouvelles, etc. Enfin, voilà. Et du coup, c'est dommage parce qu'eux, ils ont travaillé dans le vide pour rien et tout ça. Et pour vraiment, en plus, un reportage beaucoup plus court sur l'œil du 20h. Bref, il y a vraiment un côté un peu agaçant, mais bon, on passe outre et en fait... voilà. Du coup, le canon français, ça a grossi encore bien cette année. Vous m'aviez dit que vous aviez augmenté vos dates. Ouais, on a beaucoup augmenté. C'est quoi l'avenir pour la fin de l'année prochaine? Comment vous voyez le truc? Le festival va prendre... nous, on a fait notre première édition, on est vraiment super contents du résultat. Les gens, a priori aussi. Évidemment, c'est notre première édition, donc il y a plein de choses à rectifier et à améliorer. Mais le festival, déjà... Gros sujet sur le festival. Donc pour votre deuxième édition au début de l'été prochain. C'est ça, juin aussi, on n'a pas sûr à 99%, mais ce serait autour du 10-13 juin, quelque chose comme ça. Ouais, il faudrait revoir la date, mais on a parlé de ce week-end-là. Et ensuite, les banquets, on essaie toujours d'apporter de la nouveauté, d'aller dans on n'a pas encore fait toutes les régions. On est revenu plusieurs fois dans les mêmes régions, mais il y a des régions qu'on n'a pas encore faites. On cherche des salles. En fait, faut trouver des jolies salles. De beaucoup de canonniers qui commencent à faire sentir leur colère. L'Alsace, l'Auvergne. Ah, et l'Alsace, ça serait génial. Ouais. Ma mère est alsacienne. Ouais. En plus. C'est une honte. Et l'Auvergne, on est tous les deux auvergnats. Donc, oui, pas plus que ça, parce que... Parce que tu manges bien en Alsace. Bah ouais, il y aurait des trucs sympas à faire. Giga mais toutes les régions, nous, franchement, ce qu'on trouve génial, ça on n'en a pas vraiment parlé, mais
dans toute cette aventure et tout ça. Et c'est évidemment toutes les rencontres et les régions qu'on traverse. Quoi. Non, mais surtout, ce qui est dingue, c'est que maintenant, il y a des gens qui viennent de l'étranger maintenant pour faire les événements. Et ça, ça c'est fou. C'est quoi comme nationalité Alors, il y avait un Québécois. Il y avait un Québécois, ça c'était la première fois. Il y avait des Italiens là à Bourges. Alors, Belges et les Suisses par wagon. Belges et Suisses tout le temps. Parfois des Espagnols et des Anglais. Ok. Voilà. Et qui parlent pas français? Il y a eu qui parlaient pas français. Ouais, qui parlent pas forcément français. Les Italiens, ils parlaient pas très bien français. Hein. Ok. Et les gens, ils vous offrent des cadeaux un peu de temps en temps? Ouais. Vous avez quoi comme cadeau? Là, du vin, je suppose. Là, on a eu un magnum de Pontarlier. Ok, parce que vous êtes allé en Franche-Comté. La goutte du grand-père, on l'a souvent. La goutte du grand-père. Voilà, après, on a beaucoup d'étiquettes de bouteilles, on sait pas ce que c'est. Il y a juste écrit une date, 1987. Et c'est tout blanc. Voilà, transparent, sans rien, sans bouteille. Voilà. Donc là, tu sais que voilà, si tu l'ouvres, la soirée va être longue. C'est surtout des alcools, mais pas que. Tu vois, non, du comté. Du comté, des drapeaux aussi de région, et ça, les gens s'aiment bien. Là, il y a des Suisses qui viennent, eux, ça fait leur 3e ou 4e banquet, et à chaque fois, ils viennent avec des chocolats. Des sacs de chocolat. Quoi. Ils sont chocolatiers en Suisse. Ouais. Ah ouais. Et ils ont même fait des chocolats avec écrit cadeau français, mais en cadeau, quoi. Enfin, adorable. Il y a plein de choses comme ça, des saucissons, des trucs. Enfin, c'est souvent de l'alcool quand même. Là, on a encore eu ce week-end, on a eu un magnum de menthe. Ok. Voilà, enfin bref. On est couvert de cadeaux par les canonniers. Merci les canonniers, ça c'est vrai. Et honnêtement, franchement, c'est vraiment ce côté-là. C'est un truc qu'on retiendra, je pense, bien plus tard, qu'on pourra raconter aussi. Enfin, c'est de connaître la France de cette façon-là. Alors, comme on était fils militaire, on a déjà beaucoup traversé la France. Mais là, on la rencontre aussi d'une autre manière. On va dans des endroits où on ne serait probablement jamais allé, on n'aurait jamais eu le temps d'aller. Donc, on découvre déjà les régions, mais surtout les gens, en fait. Ouais. Et en fait, le fait de parler avec les gens, on voit qu'il y a quand même des vies parallèles, en fait. Enfin, il y a... Quand on est dans des grandes villes ou autres, etc. Enfin... Tu me racontais une fois que vous étiez, je sais plus c'était dans quel endroit, mais les guerres des départements inconnus. Ah oui, tu m'as dit. Non, mais c'est des guerres de village, parfois. Nous, dans la Drôme, on a eu une bagarre, c'est une histoire de village. C'était un village qui était à 15 km de... Tu vois, Donc, mais oui. Ils se sont tapés dessus? Ouais, mais c'était gentil, c'était marrant. C'était pour un match de foot perdu. Très souvent aussi, une fois en Lorraine, on avait les supporters de Nancy contre ceux de Metz, et ils avaient les écharpes du club. Donc bon, voilà, il y a des régions plus bagarreuses que d'autres. Ouais, il y a des régions plus bagarreuses que d'autres, ça c'est vrai. L'Est, ils sont plus bagarreurs. Ah ouais? Le Nord-Est? Ouais, l'Est, de manière générale, c'est-à-dire tu vas de Lyon jusqu'à l'Alsace, quoi. Bon, l'Alsace, on sait pas encore exactement. Ah, de Lyon, ouais. Lorraine, Beaujolais, tout ça. Et le Sud-Ouest, ils sont sympas? Mais en Lorraine, ils sont très posés dans le Sud-Ouest. Ok. Ouais, s'ils viennent de Biarritz, c'est tout. Ça dépend quand il peut y avoir la bagarre de rugby quand même. Oui. Se mettre des marrons, mais c'est pas la même. Enfin, c'est plus rare en tout cas. On n'en a pas eu. Après, on n'a pas fait beaucoup d'événements dans le Sud-Ouest. Mais nous, notre public chéri, c'est le Nord. Ah ouais? Un peu. Bah, c'est la région qui est connue pour être la région. C'est l'Est de manière générale. Le Jura, ils sont géniaux. Le Jura, on les adore. C'est incroyable, le Jura. Ils sont incroyables, c'est des gens trop sympas. Honnêtement, ils sont tous. Mais toutes les régions, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des petits attachements. Vous mettez personne à dos. Non, mais en plus, je cherche une région où ça aurait été. Non, franchement, non. Ouais, mais par contre, on peut quand même. Mais c'est les moments qui ont fait ça, en fait. On peut pas en faire une généralité, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de coups de cœur avec les régions dans l'Est, avec les canonniers de l'Est, tout ça. De manière générale, le Nord et l'Est, tout ça, des accueils. Le Nord, c'est d'une générosité, c'est vraiment pas un. C'est pas un mythe. C'est là-bas que vous avez fait la carbonade géante, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'en Lorraine, il y a eu une petite bagarre. C'était pour l'histoire de foot et tout ça. Et il y avait une fille qui passait comme ça. Et je me suis dit, regardez, c'est quand même chaud. Enfin, les gens, ils se tapent et tout. Je fais, non, mais nous, c'est normal. Enfin, tu sais, personne n'était choqué. Nous, on se lève le matin, on se dit bonjour, on se fout un marron. Enfin, tu vois, voilà, donc tu vois quand même des façons de voir les choses. Ça marche. Je pense qu'on a à peu près fait le tour, du coup. Ouais. Sauf si vous voyez d'autres choses à rajouter, mais moi, je voulais qu'on parle de votre festival, on l'a fait. Le festival l'année prochaine, venez nombreux. Ouais. Vous allez augmenter de taille ou... Ouais, on aimerait bien. Pareil. En fait, on le fait au même endroit, mais on va le faire sur 2 jours parce qu'on n'a pas de jour férié dans le week-end où on le fait. Et on aimerait bien faire un petit peu plus de monde, ouais. Ok. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est l'idée, c'est le principe, le concept même de ce festival, c'est qu'on va rajouter par rapport à l'année dernière une nouvelle région. Parce qu'en fait, là, il y avait 5 régions. Ouais. Et chaque année, en fait, l'idée, c'est d'ajouter une nouvelle région. Donc, en fait, d'apporter une Donc, d'en mettre 6 ou d'en changer une? Non, d'en mettre 6. Et en fait, à la fin, c'est qu'il y ait toutes les régions et pourquoi pas après les pays limitrophes et tout ça. Mais bon, on verra. Il y a plein de projets, quoi. Voilà. Mais l'idée, c'est que comme ça, ceux qui sont déjà venus, il y a un nouveau chapiteau à découvrir.
parce que c'est très immersif, parce qu'en fait dans chaque chapiteau il y a de la bouffe, des concerts, de l'ambiance. Donc en fait quand vous êtes dans le chapiteau Bretagne, vous êtes vraiment... Voilà, il y a un côté vraiment immersif, et donc vous savez pas ce qui se passe dans les autres régions et tout ça. Donc pour les gens qui viennent même plusieurs jours et tout, c'est top parce que... tu te fais un jour un chapiteau. C'est ça, ou même, enfin tu fais plusieurs chapiteaux, mais t'as pas tout vu en fait. Voilà. Ok. Il y a un côté enrichissant, moi je trouve. Ok, bah, je vous propose qu'on fasse la conclusion maintenant. Ouais, bah merci pour ton invitation. Bah, avec plaisir, mais si jamais on veut venir à l'un de vos banquets, ils sont tous disponibles sur votre site en ce moment? Ouais. Tous ceux de 2025 pratiquement. Ils sont ouverts sur votre site, donc canonfrançais.com.fr. Canonfrançais.fr. Ouais. Votre page Instagram, le Canon Français, ou Facebook du coup. TikTok, le Canon Français. Et après, même pour retrouver les événements, sinon ils peuvent aussi aller sur le Linktree en fait. Sur Linktree, donc dans la bio de vos réseaux sociaux. De nos réseaux sociaux. Ouais. Ok. Et bah, écoutez, allez-y, allez vous abonner à leur page, allez faire leur banquet, et surtout abonnez-vous à cette page pour pas rater les prochaines interviews. Merci les mecs d'être venus. Bah, c'est gentil, Johan, merci. Et à très vite. Et bon courage. Merci. Ciao. Ciao.